Putain, vous avez vu la photo d'Aquaman qui est tombée il y a pas longtemps là? Ouais, vite fait. Du coup, je me disais Aquaman, à quoi bon? Mais putain, non. J'entendais un truc de merde, mais... Ah, un petit peu décalé ce bouillard. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 14e épisode de Comics Outcast. Ce soir, nous avons un programme assez sympathique pour vous. On va vous parler de Angela Asgard Assassin, de Tortue Ninja... Tortue Ninja avec l'accent, Tortue Ninja et Ghostbusters, et enfin de All New Ghost Rider. Ça concernera les revues. Gaylor depuis l'Irlande nous fera découvrir Batman et Robin de le run de Tomasini et de Gleason. On parlera de Lock and Key, les 2 premiers chapitres, et enfin on va discuter du jeu de plateau Deck Building Marvel Comics de chez Legendary. Voilà, on va dire bonjour à nos chroniqueurs de ce soir. Ce soir on a qui? Bonjour, je m'appelle Benjamin. Oh mais putain. Voilà, heureux de vivre, ravi d'être dans cette association de gens bizarres. Ensuite on a... Luxbox. Correct. Bonsoir. Tu vas bien, hein? Ça va. C'est vrai que je me demande, on s'en fout de Ben. Et toi en fait tu es... Bonjour, c'est Zephyriel, ce soit podcast et... Ah, non, pardon. Ah oui, c'est vrai, il fait aussi le podcast sur Radio Kawa. Donc voilà, en effet, si vous nous écoutez, c'est que vous nous avez téléchargé ou que vous nous écoutez en première diffusion sur Radio Kawa. Il est tard, hein? Il est très tard. Ouais, parce que... Je vais aller me coucher, moi. Et tu faisais quoi juste avant Eh oui, parce que du coup, il y a 10 minutes, vous me goûtiez peut-être encore dans Passe le Stick. Téléportation, c'est trop bien c'est ça, trop la magique. technologie. Mais non, c'est enregistré, tout est prévu à l'avance. On fait encore des blagues sur les trucs enregistrés, les trucs... Mais non, mais tout le monde sait qu'on a enregistré, c'est bon. Quoi? Pose pas fort comme ça s'entend. Ah d'accord, excusez-moi. On va commencer tout de suite l'émission. On va passer aux revues. On a Steph qui est malade, fallait le dire. Ce lancement d'émission est ça va. horrible. Wow. Horrible. Oui, donc on a Stéphanie, Bah donc vous ouais. avez pu entendre il y a 2 semaines, qui est complètement en train de crever du Et rhume. qui a ramené des brownies. Oui, des Oui. bons brownies qui sont délicieux et qui vont me faire aussi. On s'en fout. On va commencer tout de suite avec la première revue. C'est Zeb qui nous l'a présenté. Il s'agit de cette série de Marvel, Angela Asgard Assassin. Ah, je pensais que tu présentais l'auteur et tout ça. Non, en fait. pardon, je veux pas que ça foutre. Ok, d'accord. Donc Angela Asgard Assassin, effectivement, donc c'est une série de Marvel qui est sortie il y a quelques mois. On est au 3e, 4e issue, je crois, qui est sorti il y a pas très longtemps. C'est ça. Donc c'est de Margaret Bennett et de Kieran, je sais pas comment on dit, Kieran Gillen, c'est ça? Kieran Gillen. Ouais. Comme la meuf qui fait Nebula. Qui a Presque. fait, entre autres, C'est si je dis Kieran. pas de bêtises, The Wicked and the Divine. Il est dessus, Oui, ouais. c'est ça, oui, dont on a C'est parlé, ça, ouais. il a fait quelques Uncanny X-Men et il a bossé sur quelques Thor apparemment, non, c'est pas ça? Non? Ah, on me fait des signes que non. Non, je sais pas, oui. Non, alors on s'en en fout. fait Donc, Zeb ok. cherche à demander à Stéphanie qui est Non, debout je du sais studio. pas, en fait, elle me regarde, Sauf qu'elle a pas de regarde micro. quand je le dis, genre je vais te bâcher, c'est une connerie, je vais te défoncer la gueule. Donc je me dis au cas où, on sait jamais quoi. Quand Oh on a là un là, truc dans la main. l'agressivité directe. Ouais, c'est natural chez elle. Bref, au dessin, n'a pardon, rien dit. on retrouve Phil, j'ai mal noté, Phil Jimenez, que je sais pas ce qu'il a fait avant, j'ai pas regardé. Oh putain. Je sais pas. Oh là là. Et on va Quoi, encore les se gars prendre des messages Facebook chelous et des tweets Ah, mais bizarres. j'assume de pas le savoir, c'est pas un problème. Ok. Bah voilà. Donc c'est Tu veux quoi? dire Donc que nos Angela, avatars c'est qui? C'est quoi? Pour reprendre correctement les choses, Angela à la base c'est un personnage qui a été créé par Neil Gaiman, qui est apparu dans Spawn chez Image Comics. C'est cela. Son histoire de base. Enfin, dans Spawn, son histoire c'est que c'était un ange chasseur de Spawn. En l'occurrence, elle était là pour défoncer Spawn au début, puis après elle a fait une espèce de bisbise avec lui. Elle est devenue amie. Je crois qu'ils Ils sont ont même niqué, devenus ils sont même devenus amants pendant un temps. Nickel, ouais. ouais. Donc avant de se perdre un petit peu. Alors que Spawn, il est brûlé de tout Ouais, temps, ouais, ouais. c'est de la merde, bref. Et donc comme chez Image Comics, on a fait, enfin vous en aviez parlé lors d'un focus, les personnages appartiennent à leur auteur. Quand Neil Gaiman il s'est barré, il a dit bah hey, je me pars avec. Et donc il est venu chez Marvel et il a proposé apparemment son personnage là-bas qui a introduit donc le Marvelverse de par Guardians of the Galaxy, donc le reboot qui a eu un petit moment. Donc on a vu Angela apparaître de on sait pas où d'ailleurs dans Guardians, c'était cool. D'une brisure dans Ouais, l'espace-temps. voilà, Elle ça est arrivée arrive comme ça, pas, hein. comme une petite C'était fleur. assez fun, je crois. Elle était en galère. Ouais, elle était en galère, c'était assez fun. Donc elle a teamé un petit peu avec les Guardians pendant un temps. C'était un très bon arc, je trouve d'ailleurs. C'était assez fun de la voir faire des bisous avec Gamora à coup de d'épée et d'autres choses dans la gueule des méchants. Et donc voilà, donc ils ont ils ont importé Angela là-dedans et ils ont essayé de créer donc une origin story un peu bizarre avec Original Sin sur le Donc l'event de la fin de l'event l'année de dernière. Marvel, voilà, où ils ont créé en fait sur 4 ou 5 volumes, c'était Thor and Loki, donc le 10e royaume, et là ils ont
incarner Angela en fait dans l'histoire de Thor and Loki. Donc dans l'histoire en fait elle est le troisième, enfin le fils, le fils. Ah, c'est le fils parce que c'est un travelot. Non, c'est la fille d'Odin, donc c'est la sœur de Thor en direct. Qui a été, j'ai peut-être pas révélé le plot de base. Non, pas tout, parce que c'est un peu... On en bref, a déjà c'est- parlé, je crois, non? Ouais, il me semble qu'on en a parlé, mais bon, bref, c'est la fille de Odin et qui s'était retrouvée chez les anges. Donc pour elle, elle était un ange et pas normalement de lien de sang avec Odin et Thor. Il se trouve que Thor, à un moment, il y a un gros bisbis et Thor lui apprend la vérité, donc elle se barre et elle se retrouve donc chez... à cause d'Original Sin d'ailleurs. À cause d'Original Sin. Elle se barre et elle se retrouve donc dans l'univers de Thor et d'Asgard, ce qui est plutôt sympa. Et donc ils ont lancé sa série originelle et toute seule. C'est plutôt bien. Je vais dire ça comme ça. C'est pas convaincant ça. Non, c'est pas convaincant. En fait, au début de la série, en fait, on trouve donc Angela qui a un bébé avec un espèce de ça. Elle marche dans un désert, on sait pas trop où. Elle se retrouve, je sais pas dans quel royaume elle est au début en fait, mais elle se retrouve en bisbise avec des gars. Elle a un sidekick un peu bizarre avec elle. On sait pas trop d'où elle vient au début. Et je crois qu'à la fin de la première issue, il y a Thor qui apparaît avec toute sa clique en lui disant je vais te défoncer la gueule. Et pourquoi? Parce que t'as volé l'héritier t'as kidnappé l'héritier d'Asgard. L'héritière même. L'héritière, oui, d'accord. Et ça s'arrête comme ça et what the fuck, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et donc dans les prochains numéros, on apprend effectivement, on revient sur un flashback où elle arrive à Asgard, il y a Odin qui lui fait tout un speech, il y a sa femme qui lui fait tout un speech et tout. Et là on voit effectivement que Freyja a donné naissance à une nouvelle héritière. Et donc voilà, et Angela prend l'héritière et puis téléporte et se barre. On ne sait pas exactement pourquoi. On va le voir, j'imagine, par la suite. En tout cas, je l'espère que ce sera une bonne idée, enfin une bonne histoire derrière, parce que pour l'instant, ça pue un peu du cul. Parce que pour l'instant, tout ce qu'on fait sur les trois premiers numéros, en fait, tout ce qui se passe, c'est une espèce de tour du monde, parce qu'elle apparaît dans un univers. Elle fait 2-3 trucs, il y a Thor et sa clique qui arrive, ils se battent elle s'échappe, en fait, elle ouais. s'échappe. Mais tout ça, Donc c'est elle un passe prétexte par pour présenter le Midgard, personnage. elle passe voir les elfes noirs, elle passe... Donc au début c'est un prétexte, mais si au bout de trois issues en fait t'as envie de voir un peu autre chose, d'avoir un petit peu de trucs plus intéressants, parce que tout ce qu'ils font en fait pour l'instant c'est de se servir, à mon sens, en fait de ce tour travel à travers the world et des différents royaumes Warrior. pour justifier en fait une espèce d'origin story à Angela, parce qu'à chaque fois en fait il y a son sidekick qui dit ah mais tu connais pas Angela, attends je vais te raconter une histoire Oui, sur elle non, je et suis blablabla parce que Angela machin truc bidule était Oui, machin non, truc bien sûr, bidule. mais c'est quand même bien que pour une fois ils prennent le temps de raconter un personnage. Donc c'est un personnage qui existait avant. Ouais, mais en fait, s'il je trouve débarquait que comme ça dans l'univers Marvel, c'est alors un il y a peu- deux choses. Il y a une chose qui est plutôt cool que j'aime bien, c'est au niveau du dessin, parce que bon, aujourd'hui le dessin, sur l'histoire originale, elle est cool. Enfin moi j'adore le dessin, il est extrêmement chargé, il est un petit peu pastel. Un petit peu pâle, j'adore, le dessin est très détaillé, très chargé, donc moi j'accroche beaucoup. Et en fait quand on passe sur son origin story raconté par son sidekick un peu bizarre, on trouve en fait une palette de dessins totalement différente. Non mais je dis bizarre parce que moi j'ai pas trop kiffé la façon dont c'est passé, mais je trouve ça vraiment basique, bateau Ça fait un peu ouais, Gabriel avec Xena quoi. ouais c'est un peu ça. Et puis on sent que il va avoir un truc avec elle sur le fond, elle va crever, ça va mettre Angela en pétard, et puis Elle voilà, est déjà parce que morte c'est un une peu- première fois apparemment dans le passé. Ouais, voilà. Bref, et donc du coup, quand on passe sur son origin story, en fait, il y a un vrai travail du dessinateur là-dessus, où on voit en fait tout est raconté en fait comme si c'était un vitrail. Et donc du coup, des vitraux. Oui, des vitraux. Et du coup, t'as tout en ton pastel un peu dessiné comme si c'était une église en fait, et donc d'où les origines story d'Angela, le côté voilà. Angel, voilà, machin et tout. Donc moi j'accroche pas mal là sur le troisième issue, en fait elle retrouve sa team de base, donc Guardians of the Galaxy, parce qu'elle s'échappe encore une fois de Thor. Et pour le coup, moi j'aime bien. La première fois, en fait, quand j'avais lu le premier numéro, j'avais été méga hypé par le truc, parce que Angela, ça reste un amour d'adolescent au niveau comics quand je lisais Spawn. Et quand j'ai relu pour préparer l'émission, je me suis dit, en fait, c'est vraiment pas très très bien. Donc je suis un peu moins hypé qu'avant. Lucille, qu'est-ce que tu en as pensé? Merci Zef. Alors déjà, pour revenir à ce que disait Zef sur le côté vitrail, en fait, effectivement, sur tout ce qui raconte son origin story, c'est plutôt une inspiration de ce qu'on appellerait art nouveau. Et effectivement, moi, c'est vraiment le truc qui m'a accroché, parce que c'est vraiment un courant artistique que j'apprécie particulièrement. Et il y a vraiment une grosse aspiration art nouveau de manière générale, et les dessins de ces parties-là sont vraiment magnifiques. Après, le personnage en lui-même avait tout pour me plaire, puisque c'est quand même une espèce de grande rouquine complètement badass qui a bien sûr une armure
armure qui est censée être super puissante sous forme de bikini, ça j'ai un petit peu moins kiffé. Heureusement il lui change un peu par la suite, mais en fait on se rend compte qu'effectivement pour le moment le personnage a pas plus de saveur que ça parce que effectivement il y a une grosse... Non mais on est dans une phase de narration, donc c'est pas très punchy pour le moment, donc on se dit ok il y a du potentiel, elle a l'air d'être très puissante potentiellement, mais pour le moment on voit pas grand chose arriver, mais voilà, moi je garde le côté c'est super joli, visuellement ça m'a beaucoup plu et c'est peut-être ce qui va me tenter de voir un petit peu après ce qui va se passer. Après je précise, pour les gens qui comme moi n'ont pas du tout lu Original Sin, le début est un petit peu perturbant. Voilà, je précise. En fait ils font un peu de retcon sur... En fait à la base elle arrive à la fin de Age of Ultron. Parce que pour battre Ultron, en fait, ils envoient Wolverine dans le temps et ça déchire Wolverine dans le temps et il déchire l'espace-temps et du coup, en fait, il y a une fissure et Angela apparaît comme une fleur. Et c'est là qu'elle apparaît, mais enfin pour la première fois qu'on la voit. En gros, c'est juste l'annonce de Marvel, on l'a. Et c'est un peu plus tard qu'on la voit vraiment parler et interagir avec les Guardians of the Galaxy avec le reboot All New Marvel Now. Donc voilà. Ben, qu'est-ce que t'en as pensé ? Moi je suis pas trop d'accord avec mes petits camarades en fait. Comme Zeph en fait j'aime le personnage depuis qu'il était dans Spawn chez Image et tout. Et en fait quand j'étais pas au courant que Neil Gaiman était parti chez Marvel, en fait j'ai découvert dans Guardians of the Galaxy, j'ai fait putain mais qu'est-ce qu'elle fout là ? C'était pas. Enfin il y a un problème de droit, enfin bon bref je suis parti dans des histoires de ouf. Finalement donc ça s'est expliqué comme ça et en fait je trouve que c'est hyper smart de la part des gars d'avoir dit ok on lâche chez Marvel. Ils auraient pu très bien dire c'est un nouveau héros dans l'univers Marvel, deal with it quoi, mais ils ont dit ok bah enfin ils ont dû se dire en tout cas dans quel univers elle irait bien et du coup Thor je trouve que ça match hyper bien et du coup je trouve ça hyper smart l'idée qu'il y a un royaume caché dans lequel il y a les anges, enfin, en gros tout est expliqué comme si c'était prévu depuis le début alors que bon on sait que non mais du coup je trouve ça hyper smart. Après effectivement moi ce qui m'a plu dans les 3 premières issues c'est je peux comprendre qu'on dise que c'est pas très punchy, un peu mou, il y a de la baston effectivement, moi c'est pas ce qui m'a le plus intéressé, ce qui m'a le plus intéressé c'est de découvrir qui était le personnage, ce qu'ils avaient réécrit dessus et en fait ce que j'ai vraiment adoré c'est que quand ils parlent d'Angela ils disent que c'est un ange et ils expliquent ce que sont les anges. Donc ce qui est bien parce que souvent les anges tu dis ok est-ce que c'est des petits chérubins avec des ailes, est-ce que c'est des mecs méchants, enfin tu vois il y a eu plusieurs styles d'anges et là en gros ils t'expliquent que les anges et plus que jamais Angela leur politique c'est œil pour œil, dent pour dent, c'est-à-dire tout se paie, rien n'est donné, si je fais quelque chose on doit me rétribuer pour ce service. Ouais, j'avais un problème sur ce verbe. Et en fait c'est cool parce que du coup il y a plein d'exemples, même à un moment elle rencontre une petite fille qui a perdu, ils sont sur Terre, elle rencontre une petite fille qui a perdu sa balle et la petite fille dit rends-moi ma balle, elle fait non en fait non parce que je vais rendre ta balle mais c'est pas gratuit. Ouais, et en fait c'est une métaphore mais c'est hyper bien expliqué et du coup j'ai trouvé que ça donnait vachement de richesse au personnage, c'est pas juste une meuf bonasse qui se tape bien parce qu'il y en a plein partout chez Marvel, chez DC, chez les autres. J'ai trouvé que c'était original, ça donnait un côté ok en fait les anges ils sont comme ça et en fait c'est pas comme un autre héros, ils ont leur politique, ils ont leur truc, donc j'ai trouvé ça cool et j'ai kiffé tout ce qu'ils ont cousu autour d'Angela, le fait qu'elle soit liée à Thor, à Odin et tout, comment elle a été mise dans le monde des anges, etc. En fait je trouve ça hyper cohérent. Après effectivement le point négatif que je donnerais c'est que c'est un peu imbitable, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'infos, il y a beaucoup de bulles où tu as des pavés de texte sur une page, il y a que des trucs à lire quasi, les dessins sont secondaires. Masqués. Voilà, et ça m'a un peu fait chier, mais en même temps vu que j'étais pris par l'histoire, voilà, c'est on va dire que c'est 50-50, mais alors, je continuerai à lire je pense. J'ai une question pour Zeph, toi t'as bien lu les Spawn et l'Angela, tout ça. Ouais. Au niveau de la cohérence, j'ai lu Spawn jusqu'au numéro 100, après c'est devenu de la merde. Tout ce qui est backstory. C'était déjà de la merde avant. Merci Joe. Tout ce qui concerne la backstory qui est tissée dans les 3 premiers Angela Asgard Assassin, est-ce que c'est cohérent ou est-ce que c'est un rappel de ce qui se passait chez Image ou c'est juste un truc tout à fait nouveau? En fait c'est pas si loin que ça, alors de mémoire, mais de toute façon dans Spawn les anges étaient aussi des gars badass. Donc ils gardent leur rôle. C'était que des meufs déjà. Et effectivement c'était des meufs ultra badass qui pétaient la gueule à tout le monde et ainsi de suite. Donc c'est extrêmement cohérent dans le style. Parce que de base, je pense que si les mecs créent des comics en parlant d'anges, ils voulaient en faire des anges guerriers, ça paraît logique, quoi. Maintenant, je rejoins Ben sur le côté cohérence de l'univers. Enfin, moi, ce que j'aime pas dans Angela aujourd'hui, dans ce comics-là, dans cette série-là, c'est que je m'attendais vraiment à autre chose. En fait, je m'attendais... Ils présentent Angela dans Guardians of the Galaxy, ils en font un putain de chasseur de... Enfin, c'est une ange chasseresse, quoi. C'est une machine à tuer. La nana, elle est envoyée sur des planètes pour réduire la planète à néant, quoi, tu vois. Et donc, du coup, t'as tout ce côté-là. Et en fait, dans la série, je pensais voir une nana
un peu badass, péter des gueules à tout le monde en fait. Mais Et là en c'est fait, c'est le début en fait. ouais, mais c'est pour ça que ça me déçoit, c'est qu'à chaque fois t'as des promesses de baston, t'as Ouais. rien. Le seul moment où il y a de la baston, tu la vois pas. C'est ils arrivent Ouais, devant c'est- les c'est compté, Elle est ouais. trop elfes noirs. rapide. Ouais, tout ça. Ils sont on va vous péter la gueule et tout. Puis on passe à autre chose. Et quand on revient sur le jeu, c'est genre il y a plus personne. Vas-y, Et on bon, est trop du balèze. coup, toi, t'aurais préféré un truc où genre. Mais il- juste 2-3 cases en fait, 2-3 cases Mhm. où tu la vois se battre, où tu vois vraiment que c'est un ange qui pète des ça gueules. va à venir, quoi, ça va venir. oui, ça viendra, mais c'est juste ça qui m'a déçu. Maintenant, je continuerai largement le comics parce que j'adore effectivement la cohérence qu'elle a avec Thor. En fait, c'est Ouais, le c'est même ouf. personnage. Ils ont réussi à créer un truc comme ça. En fait, c'est le même personnage qui a le même caractère de merde, qui est extrêmement fier. Et dès qu'on lui parle trop mal, en fait, elle pète des pète dents un câble, derrière. ouais. Donc c'est exactement l'univers qu'il lui fallait. C'est On clair. va clairement. vous laisser découvrir ça et on va passer à la suite. C'est Ben qui va prendre la parole pour nous parler de Tortue Ninja Oui, contre c'est moi, la 5e Tortue Ghostbusters. Ninja, bonjour. Vas-y. Donc, tout le monde connaît les Tortues Ninja. Oula, non, attends, la 5e Tortue Ninja, c'est une meuf et elle s'appelle Vénus. C'est vrai? T'as pas vu la série animée sur TF1 Non. Enfin, c'est même pas une Ah, série animée, si, c'est si, une live si, action. si, ouais. Je suis C'était la horrible. 8e Tortue Ninja. Et ils ont comme ça. mis une meuf dans le cast juste pour. Bah, pourquoi pas. Ouais, mais c'était pour les ados. C'est Ok. débile. Vas-y. Donc, tout le monde connaît Tortue Ninja. Oui, Qui- Ok. Tout le monde connaît Ghostbusters. oui. Genre SOS Fantôme. Tout le Je monde aime ça, réponds même pas Mickey. parce que je vais me faire bâcher donc. Oui, ok. Et ben en gros, ils ont pris les deux, ils les ont mis ensemble. Et donc, du coup, Attends, Lucie, attends, Assim, s'il te plaît. Moi non plus, je n'aime ni Tortue Ninja ni Ghostbusters. Merci parce Bon, que faut je arrêter dis cette en émission vert, c'est ou qu'est-ce qui se passe Non, en fait, ce qui est cool, c'est que souvent les crossovers, c'est un peu, ça fait rire au début, un peu comme quand on a fait Django Zoro, c'était discutable. Ou Angry Birds Euh, Transformer. Voilà. Là, ce qui est cool, c'est que c'est deux franchises que j'adorais, donc je suis parti avec une bonne appréhension. Donc je présente le truc, pardon. Donc c'est édité chez IDW. Qu'est-ce qu'il y a? Une bonne appréhension. Ah, c'est forcément négatif une appréhension? Il me semble, oui. Ok, on sait pas, on s'en fout. Appréhender quelque Ouais, chose, c'est avoir voilà, peur. un bon feeling, hein, comme ça on Voilà. parle français. Donc c'est édité chez IDW, c'est écrit par Eric Benham et Tom Waltz qui en fait ont la bonne idée d'avoir déjà bossé sur les séries régulières Tortue Ninja, plusieurs parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de déclinaisons. Et également sur la série Ghostbusters qui a un peu moins de déclinaisons, qui a même juste une série régulière, je sais pas trop, mais en gros c'est déjà leur bébé, ils ont déjà dans leur univers. Je sais pas si c'est eux qui ont eu l'idée de faire un crossover, mais en tout cas ça fonctionne bien puisque les gars connaissent leur boulot. Ça doit être les actionnaires à tous les coups. De quoi? Ça doit être les actionnaires qui utilisent. Au dessin, c'est Dan Schoening qui a lui bossé sur Ghostbusters aussi, donc je pense qu'il connaît un des deux larrons. Du coup, la team est déjà là, ils savent ce qu'ils font. C'est sur 4 issues en tout. J'ai lu les 4 parce que c'est hyper rapide à lire. Donc j'explique. En gros, donc c'est les Tortues Ninja comme on les connaît au moins dans les films, parce que si vous n'avez pas lu les comics, c'est au moins dans les films. Ghostbusters comme dans les films, c'est les mêmes personnages. Même les traits des Ghostbusters, on les reconnaît bien et tout, il y a pas de souci. En gros, ce qui se passe, l'histoire, c'est dans un temps très ancien, il y a des espèces de magiciens chinois, voire des dieux chinois qui font de la magie, qui sont frères et sœurs. La sœur fait un espèce de portail pour diverses raisons. Le frère est pas d'accord, elle le balance dans le portail. Il est perdu dans les limbes. Ok. Avec Krang quand même. Ouais, mais bon, voilà, je voulais pas que c'est spoiler un le petit personnage clin d'œil, clé mais qui- oui. bon, bref, c'est pas grave. Voilà, de nos jours, les Tortues Ninja, t'as Donatello qui a construit un portail. Voilà, pour différentes raisons. Et qui dit, vas-y, venez, on teste le portail, on va genre à l'église d'à côté, l'église désaffectée, on fait un test en fait. Donc c'est ce qu'ils font. Mais effectivement, évidemment, ça part en couille. Ils atterrissent dans un monde parallèle qui est proche du leur, donc qui est pas très différent, donc le monde d'SOS Fantôme. Et évidemment, en plus de ça, ça réveille le démon qui était perdu dans les limbes, cette espèce de truc dimensionnel. Du coup, voilà, ils débarquent dans un monde qu'ils connaissent pas. Il y a ce démon qui arrive, qui s'appelle Chiyu. Et en gros, ils se tapent contre lui, ils sont sur le point de se faire défoncer parce qu'en fait ils n'ont jamais eu affaire à un démon comme ça, parce qu'en fait c'est plus ou moins sur la forme de fantôme. Mais vu que c'est le monde des fantômes et que c'est le monde des Ghostbusters, les mecs débarquent et le chassent parce qu'ils se rendent compte qu'en fait ils sont balèzes avec les fantômes. Ils fuient. Et là en fait c'est la rencontre des deux clans, on va dire, et c'est plutôt cool parce qu'en fait même si on aime l'un l'autre ou pas, en fait on se rend compte, ce qui est assez dingue, c'est qu'en fait ils se ressemblent beaucoup. C'est à dire que chez les Tortues Ninja t'as l'intello, c'est Donatello qui va voir Egon qui est l'intello de chez les SOS Fantômes, t'as Leonardo qui va voir Winston qui est un peu le leader, enfin chacun a son miroir en fait dans l'autre monde. C'est un peu la même fanbase quand même, donc c'est Oui, bien sûr, mais facile. ce que je veux dire c'est que c'est hyper, en gros tu te dis pourquoi ils n'y ont pas pensé plus tôt en fait, parce que c'est hyper logique, même ne serait-ce que tu prends April O'Neil qui est rousse, en face il y a Janine qui est rousse aussi, enfin c'est limite. Donc c'est le seul lien qui les. Non mais quand tu les mets C'est la face raison pour laquelle quand on tu les les mets vend face à un miroir, physiquement elles se ressemblent, donc c'est rigolo. Donc ça, Je suis pas sûr qu'elle soit rousse dans le Zef. film aussi.
Qui Si, La Dans le secrétaire. film. si, Janine, bien sûr. Janine. Janine. Donc voilà, donc ça c'est hyper cool parce qu'en fait au fil des pages, bien sûr qu'elle est rousse. Au fil des pages, tu te rends compte que, mais on s'en fout sinon. Hein. Bah oui. Ok, bah, je Joe, sais c'est bien, bon. mais c'est Lucille qui regarde chelou. Ce qui est hyper cool, c'est que quand tu fais ce constat-là, tu dis ok cool, il y a une vraie raison, si ce n'est le kiff, il y a une vraie raison de les mettre ensemble. Parce qu'on va dire que l'histoire est vraiment secondaire, c'est il y a un méchant, faut le buter, on team up et on le défonce. Ça c'est, je me suis vraiment pas attardé là-dessus parce que je savais que ça serait pas le point fort. Le crossover il est cool, il y a plein de trucs cool qu'il y a dans les films respectifs et dans les comics respectifs. Il y a cette histoire de alter ego qu'ils arrêtent pas de se ressembler. Ils sont à la limite d'en faire un peu trop, mais ça va, ça passe. Il y a pas trop de blagues sur ça. Et donc j'ai noté quoi? Ça c'est l'histoire. Et j'ai noté les dessins sont hyper cool. J'ai vraiment adoré, on accroche ou pas, il y a un style, mais en tout cas le style est vraiment génial, j'adore, ça fait vraiment dessin animé américain, j'ai vraiment kiffé. Et le petit détail d'ailleurs à propos des dessins, c'est que au tout début de l'issue 1, quand les Turtles sont dans leur monde à eux, il y a un certain style de dessin et dès qu'ils passent chez les Ghostbusters, le style change complètement et à la fin, parce que je ne veux pas vous spoiler que ça se finit bien. Ah, ils reviennent chez eux, ça redevient le dessin d'avant. Donc c'est un détail, mais je trouve ça hyper je trouve intelligent. c'est important d'avoir pensé au... Voilà, c'est ça. Enfin, c'est un détail, je veux dire, voilà, c'est pas, ça change pas tout, mais c'est un petit détail qui Je fait pense que ça plaisir. aurait fait quand même très bizarre d'avoir deux styles différents sur la même Oui, non, mais planche. je veux dire, ils auraient pu dessiner tout pareil, c'est ça Ouais. que je veux dire. Mais en tout cas, c'est cool. Donc les dessins sont cool. Humour, années 80, spécial Tortue Ninja. L'humour qu'ils ont en commun aussi, je voulais dire, pardon, c'est qu'en fait, c'est genre le méchant méga badass va commencer à dire je vais vous défoncer la gueule. Enfin, c'est un truc hyper badass. Là, ils font non, en fait, non. Et tu sais, enfin, ils ont plein d'assurance, ils cassent l'ennemi, ils le ridiculisent et tout. Donc ça, c'est hyper cool, ils arrêtent pas de le faire. Et les deux univers, comme je disais, qui sont différents chacun, mais qui sont hyper complémentaires. Donc ça, c'est cool. Après, on peut déplorer l'histoire un peu trop simple, même si j'ai dit que moi ça m'atteignait pas parce que c'est C'est un pas du event, tout le but. c'est un event. Voilà, exactement. Mais bon, peut-être que des gens vont dire ah l'histoire m'a pas accroché, c'est pas grave. Et parfois, un détail que j'ai vu, parfois c'est un petit peu trop expliqué, dans le sens où c'est genre ah je pense que l'ennemi fait ça parce que page 10 il avait dit que bon ils en sont pas à ce point-là, mais tu vois, des fois ils nous prennent un peu pour des cons entre guillemets, c'est peut-être parce que ça s'adresse à un jeune public. En tout cas voilà. Tu mets des guillemets. Ouais, parce que j'aime bien faire ça avec mes doigts. Et donc voilà, c'est juste que c'est vraiment des petits détails, mais en tout, c'était vraiment un gros kiff et j'espère qu'ils referont un autre arc de quelques issues plus tard sur le même principe parce que c'est cool. Merci Ben. Lucille qui avait envie de prendre le micro depuis genre 10 minutes. J'avais pas spécialement envie de prendre Non. le micro, mais c'est juste que effectivement tu prends tout ce que Ben a dit, tu dis le contraire et c'est un peu ce que je vais dire. C'est-à-dire que déjà donc effectivement le fait de ne pas être porté sur Ghostbusters, Tortue Ninja, c'est un gros problème puisque l'histoire étant complètement inintéressante, ça passe pour du 100% fanservice. Du coup moi j'avoue, je l'admets totalement, j'ai décroché après le deuxième issue parce que justement ça m'intéressait pas du tout. J'ai trouvé ça sympa effectivement la mise en parallèle des personnages, mais après tout c'est simplement un arc narratif littéraire qu'on retrouve dans à peu près tous les groupes de personnages du monde. Donc ce qui fait qu'en soi c'est pas plus passionnant que ça si vous n'êtes pas fan des deux groupes ou au moins d'un des deux. Donc déjà ça c'est clair, c'est assez ennuyeux si vous n'êtes pas fan de ces gens-là. Et ensuite moi j'ai trouvé que le dessin, alors effectivement le côté on passe dans un univers un dessin etc, ça c'était très sympa. On s'adapte. Voilà, parce que effectivement le trait du on va dire des Tortues Ninja m'a pas mal plu. Par contre la partie Ghostbusters je la trouve vraiment horrible, c'est-à-dire que le but du jeu étant probablement de reconnaître les acteurs, ils sont partis sur la caricature, sauf que du coup c'est complètement grotesque, les visages sont complètement déformés, même si on sait qui c'est assez affreux. Et ce qui m'a particulièrement choqué, ce sont les deux protagonistes féminins qui donc il y a une rouquine avec des lunettes et une brune avec une queue de cheval, donc qui sont censés être des personnages complètement différents et qui sont dessinés exactement de la même manière. Il y a juste la coupe de cheveux qui change. Et donc non seulement elles ont une tronche mais horrible, elles sont mais vraiment c'est de la laideur quoi. Ouais, Non j'adore. seulement elles sont très laides, mais en plus elles ont exactement la même tronche et genre à la 3e page elles sont genre une case l'une à côté d'autre et c'est juste choquant tellement c'est affreux et moi ça m'a mise hors de moi et du coup j'ai pas du tout aimé. Ouais. Ça a été un très mauvais moment T'es de lecture. colère. Et du coup j'ai balancé au bout du deuxième issue et j'ai pas terminé. Voilà. Zev, qu'est-ce que t'en penses? Moi je suis à peu près du même avis que Ben. Je suis très fan des deux univers encore une fois, donc ça m'accroche de base plus que Django Zero. Mais bon après sur le côté histoire effectivement ça reste très basique, très simplé. Bon, c'est normal, ça s'adresse à les enfants, mais surtout c'est pas le cœur du sujet, c'est vraiment le côté fanbase des années 80 et des deux univers. J'accroche totalement aussi au dessin, je kiffe, mais Ouais, les deux styles en fait, le style de début des Turtles, moi j'aime bien aussi. Ouais. Et quand ça passe sur les sur Ghostbusters, j'adore. Et non, tout est bon. Il y a même du Casey Jones, donc ça Oui, fait j'en ai pas tellement parlé, mais plaisir effectivement il y a Casey Jones. de revoir le personnage. Et je trouve que ça colle totalement aux deux univers. Ouais. Effectivement, c'est complémentaire.
effectivement c'est vu, effectivement c'est du revu, Ouais, mais mâché, ça fait recraché, plaisir. revomi, tout ce qu'on veut. Mais quand Non, on est non, fan, mais ça fonctionne super bien. Oui, c'est Voilà, pour les fanboys. on savait Oui, bien bien que sûr. ça n'inventerait rien, comme Ouais, un événement tu vois, Marvel. mais c'est pour les fanboys, ok, mais ça veut pas dire que ça peut pas plaire à quelqu'un qui est complètement étranger aux deux univers. Genre Non, un jeune de bien sûr. maintenant qui connaît pas trop Pour Ghostbusters. le parce coup, que- je suis pas trop sûr de ça parce qu'il y a Ah. quand même beaucoup de références internes Oui. aux deux univers qui sont Oui, mais c'est ignorées. Enfin, accessible. Si tu connais pas Je un trouve minimum, tu vas justement pas comprendre déjà les références parce qu'il y a pas mal de références des deux univers. Tu vas pas comprendre effectivement le parallèle parce que vite fait, tu vois, genre effectivement, ils disent ah toi aussi t'es l'intello de la bande. Ah mais ouais, mais du coup si tu connais pas déjà Ouais, le les personnage personnages à sont la pas base, c'est présentés, pas ouais. en deux Oui, mais- pages que tu vas. Bah si, justement t'apprends à le découvrir. Ouais, Ah, franchement je suis c'est pas très d'accord. rapide. Hein. Je pense vraiment que pour les gens qui sont complètement novices, Bon après, c'est un peu chaud. je pense pas. Enfin, on est en 2015, faut pas être de mauvaise foi. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde les connaît. Mais c'est vrai Oui, c'est qu'une possible. personne qui, enfin, je veux dire que c'est pas parce qu'on n'a pas lu les comics Tortue Ninja ou les comics Ghostbusters qu'on ne peut pas dire ça. Au contraire, je pense que si on connaît les univers, il y a pas de souci. Ouais, Je bien pense sûr. qu'on est familier. Après, bon, non, je pense qu'une personne qui ne connaît ni l'un ni l'autre, je Bah, trouve tu- que tu ce serait offres pas ça compliqué. déjà. Moi je pense que ça reste accessible. Ça dépend des gens, Ouais. ça dépend du feeling. Par contre j'espère juste un petit détail, j'espère vu que il y a eu un reboot Tortue Ninja au cinéma et Oh que non, non, bientôt non, non. Mike, et que je- et c'est pas laissez-moi- la même production, et donc on s'en fout. que Ça il n'arrivera va y avoir- jamais. Ça il va y n'arrivera avoir jamais. Non, une c'est suite à Ghostbusters avec que des nanas. Non, non, non. J'espère non, qu'ils non. auront pas l'idée. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Merci. Putain, mais j'ai commencé par dire j'espère. Vas-y. Qu'ils vont pas avoir l'idée de faire ça au ciné parce que je pense que ça fonctionnera pas. Non, je pense pas que ce soit réalisable au cinéma. Mais pour le coup, pour revenir sur le comics, le seul truc que je reprocherais, entre guillemets, avec des gros guillemets, c'est que j'aurais bien voulu que l'histoire construise quelque chose. Enfin, qu'ils Ouais, mais c'est un inventent one shot donc. Ouais, voilà, mais c'est ça qui est dommage, c'est Mmh. que construire un truc qui soit. Après, je lis pas les deux séries Non, non plus. indépendantes, mais ça aurait été cool Des qu'ils créent un conséquences. truc, voilà, qui ait des conséquences sur chacune des Bah, séries. peut-être que c'est le cas. Mais peut-être Ouais, que c'est ouais. le cas. Donc On je en sais pas, parlera ça à peut-être voir. dans un prochain truc si on décide de. En tout cas, c'est- si vous avez une heure à tuer, c'est sympa. Ok, on va passer à la troisième. Merci. On va passer à la troisième revue. Il s'agit cette fois de All New Ghost Rider. Mais Euh, putain, pourquoi je sais toujours avec l'accent du Northshire là? C'est c'est mieux que très l'accent bien, du Nord. l'accent. Ouais, c'est vrai. Voilà. All New Ghost Reader. Voilà. Ghost Rider. Ghost. Al New. Al New. Al New- Al Al New Neuve. Ghost Tout Rider. Bon, on nouveau arrête. chasseur conducteur, fantôme conducteur. Non, ouais. Bref, donc c'est Lucille qui va nous la présenter. On t'écoute. Donc oui, All New Ghost Rider, donc qui a débuté l'année dernière et qui est écrit par Felipe Smith. Donc je ne connaissais pas grand chose, qui du coup après petite recherche est donc Cara designer chez Nickelodeon, puisque justement il fait les Tortues Ninja, et qui entre autres a créé son propre manga qui s'appelle Pipochu et qui du coup a l'air un peu girly mais un peu rigolo. C'est un truc Ok. sur Pipo Mantis. Non, Oh. mais du référent. coup c'est Pipochu, donc voilà. Est-ce qu'on peut Ça dire que pourrait. Felipe Smith ça fait un peu intégration ou comment ça se passe? Ah bah carrément, je pense, hein, Baby. puisque le personnage de ce All New Ghost Rider, Robbie Reyes, donc c'est un lycéen qui vit dans l'est de Los Angeles et Ok, qui, quartier pas qui- très pauvre, pas très riche, pardon. voilà, il vit dans un quartier, enfin c'est typiquement le type qui a pas de bol. Alors il vit dans un quartier pourri. Ses parents l'ont abandonné, lui et son petit frère. Son petit frère, il est handicapé physique et moteur. Donc le pauvre Robbie Reyes, il va, au arrête de lycée, rigoler. Mais dis, il va au lycée et en son plus du moteur. coup, bah, comme il faut bien qu'il nourrisse son frangin et puis lui, il bosse à côté, il travaille dans un truc de mécanique et voilà. Et en plus, il a envie de défendre un peu la justice, mais il se fait toujours tataner la tronche par des caïras du quartier. Donc c'est vraiment le môme qui a pas de bol. Et un coup, il y a une espèce de super bagnole qui est en train d'être réparée dans son garage et il décide de la piquer la nuit pour aller faire une course clandestine et espérer avoir beaucoup d'argent et pouvoir enfin s'en sortir et sortir son petit frère de ce quartier horrible. Sauf que- ascension sociale. voilà, sauf que bien sûr ça se passe pas du tout comme prévu et il y a un événement qui fait que il va mourir. Je vais pas rentrer dans les détails pour vous laisser la surprise. Et c'est là qu'il va être possédé par l'esprit du Ghost Rider. Voilà. Alors je sais pas du tout si vous situez un peu, enfin vous autour de la table je pense, mais je sais pas si Moi les je le auditeurs connais à cause situent de un peu. Nicolas Cage. Bah, j'ai connu avec le film aussi qui est particulièrement afro mais qui en même On temps les est tellement amateurs. kitsch qu'il est complètement culte et c'est Non. également un très bon personnage à jouer à Ultimate Dans Marvel, Marvel, ouais. voilà. Et donc à la base Ghost Rider c'est un esprit de motard. Voilà, et qui va faucher les âmes, blablabla, enfin il y a tout un tas de trucs. Et donc là du coup, Robbie Reyes est possédé par le Ghost Rider, ce qui lui permet de finalement pas mourir. Et il va partir à la recherche des gens qui donc ont essayé de l'assassiner. Enfin, qui l'ont assassiné Oui, coup. du coup, qui l'ont assassiné. Et donc voilà, après on va se retrouver dans toute une histoire de trafic de drogue un peu fantastique, etc.
qui est un peu, je dirais pas cliché, mais voilà, il est dans l'est de Los Angeles, c'est des guerres des gangs. Et lui, il se retrouve au milieu de tout ça, avec bien sûr l'originalité qui fait que maintenant Ghost Rider n'est plus à moto, mais dans une espèce de méga caisse de la mort qui tue, qui est toute tunée, avec des lance-missiles, des trucs comme ça. Enfin, voilà. Donc, alors au niveau du dessin, moi j'ai trouvé les visages sont pas très agréables à mon goût. Par contre, visuellement, tout le reste, les courses-poursuites, il y a des scènes de courses-poursuites qui sont dessinées avec des traits de couleurs, etc. C'est juste fantastique. Il y a des traînées de flammes, parce que donc Ghost Rider, à la base, c'est un crâne enflammé. Donc, ils ont gardé un peu ce côté, ce design-là, même si c'est plus du tout un crâne en tant que tel. Ça a l'air d'être plutôt un masque, un peu. Mais le gars, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais C'est très Bleach, moderne. C'est très moderne. Mais du coup, ils ont gardé le côté enflammé et le dessin des flammes, etc. Les dessins de vitesse. C'est beau comme du Need for Speed, si je puis me permettre l'expression. Oh, cette expression, putain. Need for Fast and Furious. C'est dur à dire. Mais non. Il y a un film. Mais oui, il y a un film. Non, mais ça n'existe pas Oh, bah, dans l'univers. Mais en plus, il est bien dans son genre. Enfin bref, on aura peut-être l'occasion d'en parler un jour. Et donc effectivement. Dans le central peut-être, mais pas ici. Oui, non, mais pas ici, ça c'est clair. Et donc effectivement, non mais voilà. Donc il y a quand même un super travail au niveau du dessin et rien que pour ça, il tabasse un peu. Pour le moment, l'histoire est sympathique, ça s'accroche bien. Pour le moment, les 3 premiers issues, ça introduit un peu Ouais, c'est le un gros lancement, élément, quoi. le gros méchant, etc. On sait pas comment trop ça va se mener, mais on pense qu'il va y avoir un dénouement, c'est sympa. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même, enfin perso, ça m'a donné envie de m'y pencher un peu et ça m'a pas mal accroché. D'accord. Voilà. Ben, qu'est-ce que tu en as pensé? C'est de la merde. Non, c'est pas vrai. Merci, en fait, Zef. non, je dirais jamais ça, vous entendez jamais. En fait, le truc, c'est que quand c'est sorti, j'ai regardé la première issue par curiosité et en fait, les dessins m'ont vraiment rebuté. Au point que j'ai même pas lu en fait le premier truc et là pour y revenir pour cette émission en fait je me suis un peu forcé et au final je saurais pas expliquer comment ni pourquoi mais j'ai adoré les dessins alors que je les détestais il y a 6 mois. Comme disait Lucille, c'est hyper dynamique, il y a vraiment enfin c'est un style particulier mais en tout cas tout ce qui est action comme disait les courses poursuites, la baston, c'est hyper dynamique, c'est vraiment, c'est hyper pratique, hyper agréable à lire et à suivre. Comment dire, j'ai bien aimé, en fait j'ai aimé et détesté les mêmes choses. J'ai bien aimé le fait qu'il change un petit peu le personnage en le renouvelant, en mettant un protagoniste plus jeune, etc. Mais par contre je trouve que c'est très dommage d'avoir pris une bagnole. Donc ils ont leur raison, mais je trouve ça très dommage parce que ce qui était intéressant, je connais peu le personnage de Ghost Rider de base, mais ce qui était hyper intéressant c'était vraiment le côté biker quoi. En biker il y a lui et Lobo en gros dans l'univers des comics et du coup c'était vraiment cool d'avoir un putain de biker. Je parle pas de Nicolas Cage évidemment, mais en fait c'était cool. Donc c'est dommage parce que du coup j'ai lu que les 2 premiers, mais je pense pas qu'il y aura ce côté bad guy un peu, tu vois. En fait il a l'air d'être un peu propre malgré le fait, enfin tu vois, c'est Ghost Rider et il est censé défoncer des gueules, etc. Ça il y a le côté enfer avec du feu, du métal et tout ça, c'est cool, mais il n'y a pas tout le background de motard. Donc on va voir comment ils tournent leur truc. J'ai trouvé ça dommage. En plus de ça, comme disait Lucille, la tête de mort elle est plus là et je trouve ça hyper dommage parce qu'effectivement on dirait un masque alors qu'avant c'était une tête qui flottait enflammée. C'était cool. Voilà, on va dire que c'est le truc que je reproche. Après, c'est sympa. On va voir si l'histoire devient un peu plus sympa. En tout cas, le perso est cool. Si on prend le fait que voilà, on est ok pour dire qu'ils ont repensé le personnage, c'est agréable. Lucille, tu voulais... Excuse-moi, Zef, Lucille voulait intervenir. Oui, juste parce que du coup, ça me fait penser à un truc qu'a dit Ben. Au niveau du personnage, effectivement, le fait de prendre ce petit jeune, etc., qui a donc finalement un background complètement pathétique. Et quand il est mis face, on va dire, à l'esprit du Ghost Rider, il y a une vraie dualité, c'est-à-dire qu'il se parle plus ou moins face à un... Au reflet de la voiture. Voilà, le reflet de la voiture, l'histoire du miroir, etc. Donc, ce qui fait qu'on a ce type-là qui est finalement, mais genre 100% bon, avec l'esprit du Ghost Rider dont on ne sait pas trop quoi, etc. Et donc, ce qui fait que, voilà, pour le moment, j'aime bien l'univers, mais le personnage, les personnages tout blancs, il est un peu creux, c'est pas très intéressant en soi. Donc, en espérant que ça tourne un peu, alors que le Ghost Rider motard était quand même, il était juste vénère et voilà. Et c'est vrai qu'un biker ça manque un peu quand même. Zef, à ton tour. Moi je suis sûr que plus tard ils vont découvrir qu'en fait c'est lui qui a mis son frère handicapé derrière. Ce serait Ça va génial. lui donner un côté vachement Tu vois, moins ça aurait été cool que ce soit le petit en fauteuil roulant qui soit Ghost Rider. ça aurait été fauteuil roulant Rider. Ghost Wheeler on l'appelle, tu vois. Moi Oh ça va. On va nous bâcher encore sur Twitter. Alerte au gogol. Alerte au gogol, les enfants. Il y a Oracle qui est déjà bon bref. moi j'aime bien moi.
Non, pour revenir sur le truc, qu'à alors, faire. moi j'ai découvert Ghost Rider et j'ai beaucoup aimé les 2 premiers films qu'il y a eu. Oh Non, c'est quand même le troll de ouf. T'aurais dû le garder, franchement, c'est le mec Alerte au Gogol. Ah, c'est un troll. Alerte au S'il vous plaît, Gogol, les respectez enfants. mon choix. Et j'attends une j'adorerais classe, que déconne. Marvel dise on les intègre. Bon, les films sont de la merde, mais alors le personnage de Ghost Rider, non, je le connais pas plus que ça. C'est pas un personnage qui m'a toujours, enfin, vraiment intéressé. J'avais juste lu un crossover il y a super longtemps avec Wolverine qui avait fait, qui était vraiment sympa. Mais bon, c'était pour le côté biker badass de ouf. Vénère. Et pour le coup, je n'ai absolument pas accroché aux comics. J'ai pas du tout aimé. Enfin, le dessin m'a vraiment rebuté. Ça donne en fait un espèce de dessin d'ado fait pour les petits enfants américains pour qu'ils puissent se représenter là-dedans. Et je trouve que ça colle vraiment pas du tout à l'univers du truc, en fait, le côté enfer, machin et tout. Donc franchement, le côté dessin, moi, m'a vraiment rebuté. J'ai pas réussi à accrocher, donc j'ai même pas fini en fait les 3 issues, j'avoue. Pour le coup, oui. Non, j'allais dire, j'ai 2 questions. Ça se trouve, elles n'ont pas de réponse, mais c'est pas grave. Est-ce que vous... Ah, tu voulais dire... Non, ok. Vas-y, fais manque de préparation, vas-y. Je voulais savoir si vous saviez comment avait terminé la série régulière d'avant. Non, pas du tout. Non, non plus. Ok, super. Michael Cass, génial. Et le deuxième truc, c'était dans les films, parce qu'on les bâche, mais il y avait un truc qui m'a intrigué, c'est qu'on voit d'autres Ghost Rider d'autres époques, dont un qui était un peu un cow-boy à cheval. Est-ce qu'il y a ce truc-là dans le All New ou pas? Parce que j'ai pas lu Pas que jusqu'à... je sache, non. Là, je D'accord. crois Bah, qu'il moi, y je en l'ai pas a- il y en a 14 ou 15 qui sont sortis, je suis pas au courant. Parce que c'est pour ça qu'on a fait Alors, cette moi j'ai pas lu le Je crois truc. que personne j'ai- n'a- Là, le Ghost Rider, il insinue en fait que effectivement c'est un esprit qui a pris plusieurs fois possession, etc. machin, Ok. et que maintenant il prend possession de lui, mais pour le moment on n'en Il sait pas veut plus. l'aider. Ok. Donc voilà, moi j'ai pas du tout aimé, je ne recommande pas la série et je trouve que non mais la gueule du gamin, enfin faut arrêter l'idée du Ghost Rider avec la Harley et tout, c'était déjà dans le film ils l'ont violé en mettant une moto japonaise. Alors en plus là, genre désolé, mais le côté de la voiture ça a un côté cool parce que ça accroche vachement plus à notre Aujourd'hui. génération, je veux dire. Donc ça me paraît c'est logique, mais juste la gueule avec le casque, on dirait le gars on dirait un site quoi, sérieux. Ouais, On dirait Alors Jack pour ceux Vador qui ont avec une des flammes. référence plus, Bah donc c'est badass. plus japonaise, Non, pas du tout, c'est non. vrai que ça fait très Bleach avec des flammes en fait, le masque de Holo. Rendez-nous la tête de mort. Oui, c'est ça. Et personne n'a fait de référence à la chaîne. Il a pas de chaîne. Bah non, du coup vu qu'il a une bagnole, il a pas besoin de Il a chaîne. qu'à Il y a une chaîne de Ça paraissait courroie. logique, quoi. Voilà, bah merci on n'a pour pas dit que ces c'était revues. ultra violent et ça c'est bien. C'est pas ultra violent, ça C'est- va. franchement, c'est nul, les dessins rendent le truc vraiment Oui, enfantin. mais je veux dire... Et c'est violent dans l'idée, mais Voilà, c'est dans pas l'idée. violent dans les dessins, Non, alors non, que ça aurait non, dû c'est pas l'être. gore, mais c'est violent. Non mais enfin, oui voilà, c'est Il y a exactement ça. beaucoup Ouais. d'action. Merci pour ces revues. On va passer à la Gaylord de revue. Non, la revue des Gaylord, la découverte. Plus jamais tu me coupes comme ça. Ça c'était cool. Non, c'était bien. Moi j'aime bien. moi. Voilà. Et donc on écoute Gaylord ou pas? Bah oui, c'est ça, c'était mon lancement. C'est parti. Bonsoir les copains, bonsoir Neric, bienvenue dans la dernière chronique en terre irlandaise. Parce que oui, je rentre à la maison. Comme Spider-Man avec Marvel, je vais rentrer tranquillement dans le Comics Outcast Cinematic Universe, et même que j'aurai un nouveau costume, et promis, je vais pas vous saouler avec mes origines parce que tout le monde les connaît et puis c'est plus drôle. Bon, ce soir, on va parler de Batman and Robin. À la base, c'est une série créée par Grant Morrison après la mort de Bruce Wayne survenue dans Final Crisis, je crois, vers 2011. C'est la deuxième partie de son run, celle qui voyait Dick Grayson devenir Batman et Damian Wayne devenir Robin. C'est une excellente série, qui a survécu au passage New 52 et qui a ressuscité en une magnifique V2. La seule différence ici, c'est le retour de Bruce Wayne dans le rôle de Batman, puisque comme vous le savez, la mort n'est qu'une vilaine grippe dans le monde des comics, donc Bruce Wayne aux côtés de Damian, père et fils, grosse ambiance. Cette V2 est scénarisée par Peter Tomasi, je sais pas trop, et dessinée par Patrick Gleason, le même couple d'auteurs qui officiait déjà sur la version pré-New 52 de Green Lantern Corps, si je ne dis pas de bêtises. En termes de chronologie, Batman and Robin suit les événements des autres bas de titres en fait, c'est un excellent complément, parfois sous la forme de tie-in plutôt honnête aux arcs de Snyder, comme par exemple Court of the Owls ou Death of the Family, le plus souvent en s'attachant au rôle de Robin dans l'event en question. Alors par exemple, il est question du moment où Robin se bat contre un soldat hibou, ou carrément quand il est en face à face avec le Joker tout dégueu, vous savez, avec son visage tout moisi. C'est une occasion pour voir toutes les facettes de Damian réunies dans un seul comics, hein, on va dire. Bon, il a ce côté un peu stratégiste, il a ce côté tête brûlée, impitoyable, orgueilleux, il est plein de ressources, bon.
c'est des facettes qu'on connaissait déjà, mais avec Papa dans les pattes, ça devient déjà un poil compliqué. Alors, au début, et sans vraiment nous surprendre, les premiers chapitres insistent justement sur la relation père-fils, version bad drama. D'un côté, on a Bruce Wayne qui est beaucoup trop sévère, qui ne fait pas confiance à Damian, qui ne lui montre aucun signe d'affection, et de l'autre, on a Damian qui continue d'en faire qu'à sa tête, qui se moque de son héritage, de son côté larmoyant, des autres Robins, toujours animé justement par cette pulsion meurtrière qu'on lui connaît, et toujours en train de faire semblant qu'il n'en a rien à foutre de l'affection de son père alors qu'il cherche tout le temps son approbation. Bref, ça commence super bien, surtout dans le premier arc, plutôt dur, qui nous montre justement que cette relation va droit dans le mur, avec un ennemi du passé de Bruce Wayne qui ressurgit, qui nous rappelle le côté faillible du personnage. Batman peut faire des erreurs, il en fait, et il continue d'en faire, et c'est justement le fait d'assumer cette faille qui va à la fin de l'arc sauver la relation entre le père et le fils. D'ailleurs, je vous conseille fortement la lecture du premier annual de Batman et Robin qui résume très bien tout ça. Ça peut être tout à fait lu indépendamment du reste, et ça nous rappelle que justement les aventures de Batman peuvent être légères, que la relation entre Batman et Robin est aussi un jeu, et dans la foulée on nous apprend des petits trucs trop mignons sur le couple Martha et Thomas Wayne. Et puis il y a le moment où Robin meurt, dans Batman Incorporated, et Batman tombe dans une vilaine dépression, et c'est d'ailleurs le bas de titre qui représente à mon sens, Batman and Robin on parle, le mieux ce gros moment de détresse dans sa vie. Au lieu de stopper la série, Batman and Robin accueille tout plein de guests et devient, le temps d'un numéro 2, Batman and Nightwing, Batman and Batgirl et même à un moment Batman and Frankenstein. Alors donc comme je vous le disais, ça dure un numéro ou 2 maxi, exception faite pour Batman and Two-Face qui dure un arc entier, un arc justement qui va redéfinir les origines du perso version New 52 dans une histoire plutôt solide. D'ailleurs si vous êtes en mal de protagonistes féminins plutôt bien écrits, cet arc est fait pour vous. Au moment de vous parler là, j'ai pas tout à fait fini Batman and Robin, je suis pas tout à fait à jour. La série compte pour l'instant 39 issues, plus les numéros spéciaux, plus les 2 annuals. On sait qu'elle ne survivra pas à l'event Convergence et qu'elle ressuscite en juin dans un nouveau titre dont je vais pas vous dire le nom parce que gros spoiler. Bon, en fait, là où j'en suis, ça pue la résurrection, mais un truc de fou. Bon, j'esquive toutes les sollicitations, même si j'ai vu du coin de l'œil des choses que j'aurais pas dû voir. Bon bref, voilà, Robin y ressuscite. Comme je vous l'ai dit, hein, la mort dans les comics, c'est une mauvaise grippe, hein, puis tout le monde s'en branle. Donc, on ne pouvait pas tuer un personnage aussi important que Robin, ça on l'a bien compris. Et d'ailleurs, c'est Patrick Gleason qui assurera la partie écrite et graphique du prochain titre, dont en fait j'ai oublié le nom. Si vous voulez mon avis, ça va sentir l'écriture automatique, les splash pages bien gouléantes qui font des bisous aux rétines, donc ça va être très très bien. Bref, Batman et Robin, c'est super validé, c'est un excellent complément aux autres titres Batman, comme je vous le disais, ça apporte ses petites finesses et c'est surtout super bien dessiné. Sérieux, le trait de Gleason il est complètement fou. C'est fin, c'est classieux, il se passe toujours 3 trucs par case. Ça rappelle un petit peu du Ed McGuinness sur Red Hulk, bon en moins rond et moins rouge, en moins cartoon surtout, mais ça se déguste pareil sans aucune forme de modération. Voilà les copains, à bientôt sur Paris. On n'en peut plus de t'attendre. Ah, ils ont eu peur de ce que j'allais dire. Gaylor va donc débarquer à Paris. Tout le monde... Pourquoi tu mets le générique ? Je mets ce que je veux. Ouais, okay. Ouais, bienvenue comme Podcast numéro 14. On peut faire un meilleur lancement que ce qu'on a fait tout à l'heure. Je vous rappelle que vous pouvez intervenir en parlant sur Facebook. Comment ça s'appelle ce réseau social avec un oiseau bleu là? Ah oui, Twitter. Avec le hashtag ComicsOutcast ou en répondant à @ComicsOutcast, voilà, pour nous faire des suggestions. Zef, tu veux dire quelque chose? Non, juste pour rebondir sur la revue de Gaylor, juste il a totalement raison en fait. Sur tout ce qu'il dit, c'est une putain de série, il faut vraiment les lire, c'est un truc de ouf. Et pour dire ce que je disais en off à Steph tout à l'heure sur le Requiem de Damian, le premier issue du TPB en fait c'est une issue qui est tout en silence. Il n'y a pas une seule parole dedans en fait, et c'est une des issues qui m'a fait le plus chialer au monde quoi. Elle est oufissime. Ah, le gamin il chiale et tout. J'ai chialé pour Rip aussi. Ça te pose un problème, connard? Non. Voilà. Ok, Attends, tu veux dire Rip le film avec ok, on va... Ah non, d'accord, pardon. Ouais, pardon. On va parler, cette fois-ci, c'est Zef qui va garder la parole parce qu'il avait les larmes aux yeux. On va parler de la saga Lock and Key de Joe Hill et, j'ai oublié, Fernandez, et il me dit de continuer. D'accord, je continue. Tu vas nous présenter cette série, on t'écoute. Attends, ça veut dire que c'est les découvertes? Oui. Enculé. Quelle émission bien c'est faite. l'émission de la vulgarité. Ouais. Ah, mais le mec me laisse jamais placer mes jingles quoi. Mais tu le places tellement bien où il faut. Donc Lock and Key. Lock and Key en fait c'est une... C'est bon, je peux y aller? Ouais, vas-y, on t'écoute. Donc c'est une série. C'est le frère de Thor. C'est une série. Oh, putain. Oh, alerte au gogol. Merci. Alerte au gogol les enfants. Pardon. Donc Lock and Key en fait c'est une série donc qui est terminée aujourd'hui, c'est terminé il y a un an je crois, si j'ai pas de conneries, j'ai pas noté ça, mais pour le coup c'est une série que je conseille de base et c'est un truc
un type de comics que j'adore moi personnellement parce que c'est un comics dans lequel en fait on ne parle pas du tout de super-héros. C'est un comics qui se cale dans ce genre de comics en fait où on peut lire ça comme du Walking Dead, comme beaucoup de trucs du genre. En fait c'est du thriller, c'est une série, c'est une enquête, c'est plein de trucs et en fait du coup on retrouve en fait tout le plaisir de lire quelque chose qui sort du côté collant et slip par-dessus le collant. Donc Lock and Key en fait c'est merci Eric, c'est une série qui est sortie donc en 2008, c'est édité par IDW. C'est ça, Publishing. C'est Milady Graphics qui fait ça en France et c'est sorti en 2010. J'ai regardé pour pas dire conneries cette fois. Au niveau scénario, on retrouve Joe Hill qui avait fait aussi The Cape sur quelques issues et qui a fait beaucoup de romans aussi. Et c'est qui Joe Hill en fait? Alors je vais y venir, tu me casses mon truc. Ok. Pour faire le petit lien avec Lock and Key, en fait, il a eu le prix du meilleur scénariste en 2011. Il a eu un Eisner Award. Voilà, donc derrière au dessin on retrouve Gabriel Rodriguez qui a été aussi nominé pour les mêmes séries. Et Joe Hill, donc quand tu posais la question en fait, de son vrai nom que je n'ai pas noté, en fait c'est le fils de un romancier. King, un truc comme ça. Voilà, un romancier un peu connu que tout le monde a forcément lu ou vu les adaptations en tout cas au ciné ou du moins sur M6. Donc c'est le fils de Stephen King, donc un des maîtres des romanciers thrillers, Stephen horreur, King, tout ce qu'on veut. déjà, Donc voilà, en fait, alors c'est extrêmement important de se le noter maintenant et de se l'imprimer dans le crâne que Joe Hill en fait c'est le fils de Stephen King parce qu'on y ressent absolument tout de ça en fait. Il a appris énormément de trucs de son père à ce niveau-là. J'ai jamais lu de roman de lui donc je peux pas faire de comparaison directe, mais dans Lock and Key on retrouve absolument la patte de son père à tout niveau. Aujourd'hui l'histoire est terminée, donc ça je l'ai déjà dit, elle s'articule au niveau de 37 numéros qui se découpent en 6 TPB qui sont tous sortis aujourd'hui. Alors aussi TPB on rappelle ce que c'est? Trade Paperback, donc c'est des en fait ça va être les reliures en fait en 6 chapitres qui font à chaque fois un arc. Ouais. Donc il y a 37 numéros, il y a aussi 2 numéros spéciaux après Alpha Omega qui est le dernier arc qui sont spéciaux, je m'en rappelle plus, je les ai lus il y a longtemps. Spéciaux, ils sont spéciaux, merci. Au niveau de l'histoire, donc Lock and Key ça raconte quoi? Ça raconte une famille qui s'appelle Locke, donc c'est pour ça que le titre Locke prend un E parce que c'est pas le verbe, enfin loquer c'est pas tiré du verbe, c'est bien un nom de famille. Il est composé en fait de la mère qui devient alcoolique au fur et à mesure, du grand frère Tyler, de la sœur cadette Kinsey et du petit frère Bod qui est vraiment trop fort. Bodhi on dit. Et qui au début du premier issue, du premier arc en fait on voit le père qui se fait assassiner, la mère qui se fait violé par 2 personnes, on comprend pas vraiment ce qui se passe, donc il y a tout le début en fait est vraiment tragique et ça reste en fait tout le début tout le ton en fait du premier arc en fait est extrêmement tragique à tout niveau je trouve. Donc ils viennent perdre leur père, il est mort, ils font venir habiter donc dans une ville qui s'appelle Lovecraft. Surprise. Donc je reviendrai quand je parlerai des inspirations du comics. Donc ils vont en fait retrouver une espèce de maison de famille, on sait plus un manoir parce que c'est un truc assez énorme. Ils vont habiter là-dedans avec leur mère qui est désespérée à mort. La vie reprend pour eux son cours assez difficilement et je crois que c'est par un hasard absolument énorme où le petit frère en fait tombe sur une espèce de petite clé qu'il arrive à introduire dans une serrure et qu'il ouvre la porte avec en fait, et quand il passe cette porte juste après en fait il découvre en fait que son corps tombe par terre comme s'il était endormi, mais son esprit lui a passé la porte et il devient une espèce de fantôme, donc c'est la Ghost Key en fait. Alors tu dis endormi mais c'est mort hein, oui en fait c'est mort, oui, voilà. Son ton devient marron, gris sur l'idée quand on voit ça fait un peu bizarre, donc en fait il va au début il va s'en servir en fait pour s'amuser un petit peu, il va espionner un peu sa famille, il va avoir son frère sous la douche machin, un truc comme ça, il va s'amuser à naviguer en fait autour du manoir et au fur et à mesure en fait il va trouver un espèce d'abri de jardin dans lequel en fait il y a un puits assez profond et en fait il entend une voix de femme qui appelle à l'aide en fait, qui lui demande de l'aider à sortir et tout, donc elle lui donne une espèce de série de quêtes assez bizarre en fait, et en parallèle de ça, donc ça c'est un premier plan de l'histoire. En fait, en parallèle, en fait, on va voir le gars qui a tué le père de la famille, qui se fait sortir de l'asile psychiatrique où il est, par un espèce de moyen détourné, parce qu'il parle en fait avec un esprit malveillant via des surfaces réfléchissantes, ainsi de suite. Et donc du coup, il va sortir de ça. En fait, il va venir à Lovecraft pour essayer de finir en fait un espèce de job qu'il a, de tuer en fait
retrouver une clé qui s'appellerait la clé Oméga, donc le côté la clé universelle, et qui va en fait mettre la pression sur la famille en les menaçant de mort et ainsi de suite. On continue, enfin l'histoire du premier arc, j'ai pas tout dévoilé. En fait, j'ai énormément envie de raconter tout. Moi aussi, mais je vais pas le faire. Il va pas falloir. Donc la fin du premier arc se passe où, la fille au fond du puits arrive à sortir. Je vais pas dire comment, et en fait se retrouve intégrée à l'histoire de façon extrêmement intelligente. Elle va arriver en fait comme un ami de la famille au fur et à mesure dans l'histoire en fait, et tout va être intégré autour de ça. Bon, évidemment, cette personne est le grand méchant de l'histoire. Je vais pas tout raconter, mais en fait on a vraiment toutes les bases de ce qui va se passer sur les 30 numéros suivants environ. Pour la suite, c'est un vrai festival de fantastique. Genre, on retrouve énormément du Lovecraft, du King dans la façon d'écrire, dans la façon de poser les plans. Non, alors je vais pas spoiler. Okay. Mais rien que dire ça, c'est du spoil, c'est l'impression. Lovecraft, merde. Non, mais en fait, on trouve énormément d'éléments qui sont assez géniaux. En fait, il y a plein d'artefacts qui sont posés ici et là. Il y a à un moment, il trouve en fait une espèce de boîte à musique qui fait un effet spécifique quand il la met en route en donnant un ordre. Il y a plein de trucs comme ça. En fait, donc, tu retrouves énormément d'idées. Tu sens que l'auteur a une espèce de boîte à idées qui germe en permanence et il pop les trucs au fur et à mesure dans son truc, mais tout est extrêmement construit. C'est-à-dire qu'en fait, il va pas mettre un truc au hasard. Tout est construit au début, il met un élément qui va être réutilisé plus tard dans la série, peut-être 3 ou 4 issues plus loin. En fait, tout est super intelligent. Donc au fur et à mesure, on va voir dans la suite la vie des enfants. Ça va se concentrer spécifiquement sur la peur de la fille, de la sœur cadette, en fait, avec le côté adolescent qui grandit, qui a peur de grandir, et ainsi de suite. Il y a plein de trucs comme ça. J'en parle parce qu'il trouve un moment effectivement la head key qui permet en fait d'ouvrir, je vais dire pas la mémoire, mais en fait le psyché des gens, et en fait de pouvoir représenter en fait à l'intérieur du crâne. C'est vraiment, enfin la scène est super impressionnante parce que ça paraît fou, mais tellement simple en fait, une matérialisation en fait de tout ce qui représente la personne. C'est-à-dire sa peur va être matérialisée sous forme humaine entre guillemets. Ça va être un petit monstre qui est en train de te dire tout le temps non, fais pas ça, c'est dangereux, tu vas mourir. T'as aussi le côté triste où t'as une personne qui est en train de chialer tout le temps. S'ils arrivent à introduire des bouquins dans la tête de la personne apprend directement ce qu'il y a dedans et tout. Donc Matrix, putain. T'as toute une, c'est un peu ça en fait. T'as toute une espèce de complexification simple en fait de la chose qui est énormissime en fait. Moi j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Et t'as toute la manipulation du personnage méchant en fait qui est là aussi en fait, qui arrive à poser, à semer ses graines en fait de plans machiavéliques qui vont germer au fur et à mesure. Donc voilà, j'ai une énorme, enfin vous l'aurez compris, j'ai une énorme envie de spoiler ce qui se passe. Ça fait des années que je lis cette série. En fait, la première fois que je suis tombé sur cette série, je suis arrivé dans ma boutique de crèmerie, dans ma crèmerie de comics. Le gars boit et j'ai ma vendeuse préférée qui m'a regardé, qui m'a dit tiens, tu devrais lire ça. Franchement, tu vas kiffer. J'ai lu le premier tome, le deuxième tome était sorti, c'est pour ça que je l'ai en TBB aussi. Et je suis revenu, je crois, la semaine suivante en disant je veux le tome 2, et ensuite je me suis inscrit sur la série. Donc tout le reste se lit en floppy. Pour ceux qui l'ont lu en floppy, me comprendront en disant que c'est un truc à ne pas faire, parce que tout est extrêmement important en fait. Tous les noms, toutes les actions qui sont faites sont extrêmement importantes. Donc le lire en floppy en fait c'est un peu dérangeant, parce qu'il faut à chaque fois qu'il y a un nouveau floppy qui sort, en fait faut replonger dans les 2 ou 3 derniers qui sont passés pour essayer de comprendre l'action. Mais du coup t'es obligé d'attendre que ça sorte en TPB. Voilà, enfin, moi je les ai eu en floppy au fur et à mesure, donc j'ai un peu galéré, mais c'était toujours un plaisir de replonger sur le début de l'histoire à chaque fois. Il y a 2-3 choses qui sont un peu écartées à certains moments, donc c'était un peu bizarre, mais encore une fois, tout a une cohérence. Il y a des gros flashbacks assez lointains qui paraissent bidons, et en fait à un moment on se rend compte que tout base de là. Il y a plein de trucs, des ramifications assez immenses. Au niveau de l'ambiance, donc c'est assez particulier, comme je l'ai dit, c'est du type fantastique. Il y a une petite tendance thriller à certains moments. L'histoire est extrêmement lente aussi, parce qu'effectivement, il faut savoir poser les bases. C'est pour ça que je parle aussi d'empreinte de Stephen King là-dedans, parce que pour ceux qui ont lu beaucoup de bouquins de lui, en fait, c'est toujours pareil. C'est que le 80% du bouquin est toujours lent, chiant. Tout se met en place, on apprend un peu à connaître les personnages, les tenants et les aboutissants entre eux, qu'est-ce qui s'est passé, et tout se passe en fait sur les 80 dernières pages en général. Et tout se passe très très vite. Et donc voilà, il y a toujours en fait cette empreinte Stephen King. Au niveau des inspirations, donc vous l'aurez compris par le nom de la ville, on y retrouve beaucoup de Lovecraft, par le côté fantastique et thriller.
du Stephen King, je l'ai déjà dit, on retrouve un peu, ça me faisait penser aussi, Lucie m'en parlait en off la dernière fois, mais à The Lost Room, pour ceux qui connaissent la série, c'est une série en 3 épisodes, voilà. Donc il y a ce côté-là pour le côté étrange de la chose, bien que rien ne s'y rapporte directement, sauf une clé qui fait à peu près pareil. Mais des trucs un peu métaphysiques. Ouais, voilà, en fait c'est extrêmement méta. Le dernier arc n'a pas eu le succès escompté en fait, ou du moins le succès qu'a connu la série au tout début, parce que le premier TPB qui était sorti en fait est tombé, je crois en 2 jours, il est tombé out of stock partout. Et donc ils ont dû recommander une réédition derrière assez rapidement. Et comme la fin en fait est un petit peu décevante, enfin moi je l'ai ressenti comme ça. La toute fin. La fin, ouais, la conclusion en fait, pas les 2 chapitres qui servent derrière, mais la vraie conclusion du truc, du grand méchant et ainsi de suite, était pour moi un peu décevante et très rapide. Et encore une fois, je le refais, c'est un peu un troll de dire ça, mais c'est extrêmement Stephen King en fait. Parce que toutes les fins de Stephen King, à son sens, sont toujours loupées, et donc du coup on retrouve vraiment ce patte un peu du père, hein, je trouve ça marrant. Il y avait des adaptations prévues, des adaptations séries qui ont été commandées en 2011 par la Fox. Ils avaient tourné un pilote. Alors j'avais noté le nom des acteurs, je ne l'ai pas pris ici, mais il y a des acteurs assez connus dedans. Le pilote a été tourné, malheureusement n'a jamais été retenu par la Fox, donc n'a jamais été vendu ni à elle ni ailleurs d'ailleurs. Ils l'ont balancé à un Comic-Con à San Diego. Les fans ont été assez réceptifs apparemment, ce qui est dommage. Et Universal a parlé d'un film en trilogie. Wow. Qui serait en juillet 2014, et ils ont balancé ça, donc à voir, pas d'infos pour le moment, mais moi je serais ultra fan de voir le truc en film. Ouais, curieux. Lucille, t'as quelque chose à rajouter? Ou le casque. Ouais, j'ai débranché mon casque sous l'effet, c'est pour vous dire, ça me fait de l'effet Lock and Key. Donc je l'ai lu juste pour préparer le podcast, et effectivement ça a été un très très gros coup de cœur. L'ambiance est juste fantastique. Alors effectivement on peut largement sentir la patte de Stephen King, puisque Stephen King, tout se passe souvent à Castle Rock, dans ce petit patelin avec des gens un peu redneck, etc. Donc là du coup c'est Lovecraft. Il y a des rednecks qui surgissent à des moments. On est pareil dans un univers qui est très ancré dans la réalité vis-à-vis de sa violence, vis-à-vis de son côté sombre. C'est pas le pays des bisounours, et qui finalement à un moment va prendre un virage complètement fantastique, qui va très bien s'orchestrer, qui est extrêmement cohérent. Et finalement on se retrouve en fait d'une case à l'autre avec un truc complètement irréel, mais c'est pas du tout choquant parce que c'est extrêmement fluide. Donc ce qui fait que c'est très prenant, c'est très agréable à lire. Vraiment j'ai beaucoup accroché, et j'ai vraiment qu'une hâte, c'est de lire la suite, quoi. Alors moi je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, moi j'ai vraiment apprécié. C'est la première fois que je dépasse ce qu'on a prévu. C'est-à-dire qu'à la base, nous on a dit qu'on lisait donc les 2 premiers tomes, les 2 TPB. Moi j'en suis au 4e parce que non mais j'en peux plus là. Ouais. C'est non seulement je suis curieux de savoir comment ça se termine, mais aussi j'aime juste le déroulement, et puis tous les persos, toute la famille, donc les 3 ados là, enfin les 3 gamins. J'ai juste envie de savoir comment... Tout est bon, tout est extrêmement cohérent en fait. C'est vraiment. Et même les méchants, de lire. les antagonistes sont super intéressants. Les antagonistes sont créés, identifiés, créés, et surtout ils ont une histoire à raconter. Ouais, c'est pas juste le machin, voilà. Je suis méchant. Je vais tuer tout le monde. C'est ça qui est vraiment excellent dedans. Le seul truc qui me déplaît, mais je pense que ça a à voir avec le fait que je ne suis pas très familier avec Stephen King, c'est tout le côté, en fait ils sont proches de tout cet univers fantastique, mais ils ne vont pas plus loin, c'est-à-dire qu'ils savent très bien que c'est là, mais ils pourraient très bien se servir de clés à des fins personnelles. Ils le font pas trop, de ce qu'on peut voir en tout cas dans les premiers issues. Non, ils le font jamais en fait, et je trouve ça super intelligent, parce que même si tu te dis ok, je pourrais me servir de ça pour aller voler une banque ou ainsi de suite, l'idée en fait n'aurait aucune interaction réelle dans le comic. Ça rajouterait absolument rien, ce serait juste stupide, et surtout ça amène rien, quoi. Il y a pas d'idée derrière ça. Mais c'est ce que je me dis, c'est que même si je suis déçu de ça, en fait l'histoire se suffit elle-même, et donc on n'a pas besoin de voir des trucs surnaturels, des trucs débiles, des gens qui profitent de tout gratos. Là non, ils veulent juste survivre, c'est déjà pas mal. C'est ça, c'est l'utilisation en fait des éléments fantastiques à but purement mais personnel, mais au sens intime, puisque le but du jeu c'est d'essayer d'effacer la peur, d'effacer les mauvais souvenirs, d'aller au-delà finalement des problèmes vraiment personnels, voilà, plus que récupérer du pognon, du machin, de bidule. C'est pas un film pour ados, quoi. C'est vraiment c'est vraiment centré sur les personnages et leur vie. Exactement. Ben, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, moi parce que moi je suis le mec qui a pas lu. non, en fait j'ai vraiment lu très peu. En fait, à moins que j'ai vraiment suivi avec attention ce que vous avez dit, mais il y a un truc qui m'a échappé. Sans spoiler, c'est quoi en fait la trame de tout ça? Parce que tu sais, t'as expliqué les personnages et tout, mais du coup, quel est le... En fait, la vraie trame, c'est...
Le méchant dur, du mais- truc qui s'appelle Dodge, en fait, essaye de récupérer une clé qui s'appelle la clé Oméga, enfin qu'il appelle la clé Oméga, qui serait la clé universelle. Alors on sait pas du tout ce qu'elle fait en fait. Voilà, jusqu'à la fin, on sait pas du tout ce qu'elle fait, mais il essaye juste de récupérer ça en permanence. Et du coup, il va se servir de toutes les autres clés qui existent parce qu'il y en a une chier. D'ailleurs, elles sont disponibles sur, j'ai oublié le nom du site, mais il y a un site en fait qui crée en fait les objets de comics. Genre ils ont créé une pièce spéciale pour Squidder, ils ont créé les trucs de Chou. Ouais, oui, en fait. Et moi j'avais acheté une clé de Lock and Key justement, je l'avais D'accord. acheté, j'ai acheté la Ghost Key. Et donc pour le coup en fait son but à lui c'est de récupérer cette Omega Key pour quelque chose. Et en fait c'est lui il va se créer tout son plan pour récupérer ça parce qu'il sait pas où elle est. D'accord. Franchement, t'as pas besoin de savoir plus. Non mais pour c'est de pas ça, vrai, c'est parce qu'en fait j'ai lu vraiment mais le micro début, c'est-à-dire les 2 premières issues, donc c'est vraiment le tout va début. jusqu'au 6ème au moins. Non mais oui mais bien sûr, mais du coup en fait de tout ce que tu parlais, c'est tout ce dont tu parlais, c'est hyper loin pour moi parce que moi c'est le tout début, à moins que j'ai lu dans le désordre, j'ai l'impression que c'est un peu ça. On parle d'un professeur qui est vieux. C'est ça au tout Je crois que c'est début. le deuxième du coup, ça. c'est le deuxième tome en plus. D'accord, T'as donc pas lu effectivement dans ok, le j'ai pas lu dans l'ordre. Ok, C'est- c'est pour ça que je comprenais rien en fait. Ok, d'accord. Oh, et bizarrement, le deuxième commence avec un flashback. Donc c'est. Ok. Non mais Voilà. cela dit, ça me donne envie de lire. Non, franchement, Vraiment bien, cette série. ouais. Je suis vraiment content parce que ça fait des années que je la lis, enfin depuis 2008 je la lis et du coup je suis vraiment à fond dedans et depuis à chaque fois j'essaie d'en parler aux gens en disant mais lisez ça bordel de merde, c'est vraiment génial et je suis vraiment content de pouvoir en parler. Je pense que c'est le genre de comics qui pourrait convaincre les gens qui justement se disent oh les comics c'est que des super-héros, il y en a ras-le-bol. Il Ça faut lire change totalement. Voilà. C'est totalement ça, c'est ce genre de comics là comme avec Y The Last Man, enfin Y The Last Man. Oui non mais je l'ai toujours prononcé comme ça et du coup c'est exactement le type de comics que moi je mets dans les mains des gens en disant bah lisez ça, si vous aimez pas les super-héros vous allez kiffer. Et c'est le Sinon, même il y gars a qui Hawkeye. dessine tout le temps. C'est le même- le même gars qui dessine, Ouais, c'est c'est cool. vrai que j'ai pas beaucoup parlé du Oui, dessin ouais, mais ouais. rapidement il défonce. Ouais, ça tue. Il aime bien les pommettes et les mentons. Les couleurs sont ouf. Ouais, Je rajouterais quand même que justement pour les gens qui n'aiment pas les comics, il faut passer outre peut-être le dessin. Qui pour les amateurs de BD un peu adultes et tout risquent de penser en voyant les premières planches que le dessin est pas enfin justement au contraire de l'histoire, c'est pas un dessin très adulte, au contraire c'est Non, hyper non, ouais, c'est coloré, clair. c'est très comic books. Donc si jamais effectivement Lucille a tout à fait raison, c'est un comics qui s'adresse clairement éventuellement aux gens qui n'aiment pas les comics ou alors enfin qui n'aiment pas les comics de super-héros en tout cas, qui préfèrent les histoires plus adultes. Ne vous arrêtez pas au dessin qui est fait effectivement très américain et pas du tout européen. Parce que l'histoire est mortelle. Voilà, c'était juste pour en placer une petite, hein, j'avais envie. On va conclure cette démonstration. Oh là là, découverte. Merci. Une petite différence. Zef, Anne Différente. Merci Zef. On va tout de suite passer et conclure cette émission avec un petit dossier. Encore une fois, Zef, c'est toi qui vas reprendre la parole. Je sais pas pourquoi je t'ai regardé. Alors les bulles. Sur un jeu hors les bulles, vas-y, jingle. Donc on va parler de cette fois-ci dans Rebuild, non pas de série, non pas de film, non pas de dessin animé, mais d'un véritable jeu de plateau dont on a les images que vous pouvez donc voir là. Et là, ah non, on a la radio. Donc Zef, tu vas nous parler Super de quoi blague. ce soir? Super blague. Alors en fait, j'en avais parlé sur l'émission de Noël qui avait duré 5 ans et demi. Donc, je suis sûr que personne l'a écouté Donc, voilà, entièrement. personne Mais si. Oui, bon, d'accord. Le Père Noël a Et il y écouté. a encore des le gens Père qui Noël, l'écoutent écoutez. maintenant. Donc en fait, je vais parler en fait d'un jeu qui s'appelle Legendary, qui est basé donc sur l'univers de Marvel. Donc c'est ça, en fait, c'est un jeu de deck building. Alors c'est quoi le deck De building? construction Pour faire simple, de- voilà, c'est construction de deck. On est très loin. Pensez pas du tout à Magic, c'est pas du tout le même genre. C'est quoi le deck building? C'est une construction de deck. Donc, voilà. Donc la personne qui ne sait pas ce que c'est qu'un deck, Alors, elle est un bien deck, arrangée. Écoute, Un deck c'est quoi? Donc c'est un paquet de On est cartes. en France. Pour ceux qui ont joué à Magic, c'est ce qu'on appelle la bibliothèque. Donc c'est un paquet de cartes qu'on va construire dans le jeu, c'est-à-dire qu'on va acheter au fur et à mesure des cartes dans le jeu pour pouvoir créer son deck au fur et à mesure, enfin créer son jeu paquet, de cartes, son son paquet. paquet de cartes au fur et à mesure et pouvoir jouer avec pour combattre le jeu. Parce que oui, c'est un jeu qu'on appelle semi-coopératif. Pourquoi semi-coopératif? C'est parce que tout le monde perd si le jeu gagne. Et le jeu va poser en fait un mastermind, c'est un méchant. Alors je vais parler en anglais beaucoup parce que je c'est vais un jeu. traduire à chaque fois. Non, mais c'est pas ça, c'est un jeu qui est en anglais. Esprit Il est grand pas méchant. tra- Il est Oui, pas oui. traduit en Oui. français, donc par logique, quand tu lis, tu gardes les mots originaux. Donc le mastermind, donc, qui est le grand méchant, il y a Magneto, Crâne Rouge. Serval. Est-ce qu'il y a Loki. Serval ou pas? Il y a Serval. il y a Serval. Ah. Mais a priori c'est pas Y a- méchant. Non, Non. je demande. Alors ça pourrait être un méchant Bon, dans Nigel, Jonathan. dans la deuxième version du jeu qu'ils ont sorti qui s'appelle Villains, où on joue des méchants qui vont combattre les gentils. Mais On va parler de la là, principale. on parle du Ouais. principe du principal opus, donc Marvel.
Donc en fait dans le jeu, Donc, c'est un jeu Merveille. qui joue entre deux. Non, il joue. Non, mais sérieusement. Vas-y. Sérieusement. Bon, on accélère, Ok. on est en retard. Bah oui, c'est toi qui as rentré. C'est ta faute. Donc c'est un jeu qui se joue de 1 à 5. Donc 1 parce qu'on peut jouer tout seul contre le jeu, c'est possible. C'est très difficile. Je vais pas y arriver. Non, vas-y. Moi, je Donc t'écoute. c'est extrêmement difficile de jouer tout seul parce que bon, le jeu est quand même assez difficile de base. On peut jouer donc jusqu'à 5. À 5 aussi le jeu reste très difficile parce que le jeu est très rapide du coup et le jeu devient très méchant. Donc on part tous avec un deck de base avec certaines cartes qui permettent d'acheter d'autres ou de combattre des méchants et on va acheter tous les tours des cartes on va construire notre deck. C'est extrêmement stratégique parce qu'il ne faut pas construire trop rapidement son deck pour ne pas avoir trop de cartes et tirer de mauvaises cartes en permanence parce qu'il faut avoir un deck peu rempli pour pouvoir le mélanger en permanence et pouvoir repiocher toutes les bonnes cartes du jeu en fait. Du coup, non, j'ai demandé Vas-y. d'expliquer les cartes justement. Enfin, Alors voilà, les cartes en fait ça sont Très creusées des rapidement. héros. Les cartes de base. Ouais, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, donc. Non, mais c'est pas des cartes piqueur rapidement, carotte rapidement. quoi. En fait, on va trouver des cartes de jeu qui représentent les méchants. Donc on va retrouver toute la confrérie des méchants vilains, des méchants mutants, Ouais. des vilains. On va retrouver tous les ennemis d'Asgard, on va retrouver tous les ennemis de Hulk, donc la Radiation. On va trouver tous les ennemis de Spider-Man et ainsi de suite. Donc ça c'est la base de méchants. Et à côté pour ça, pour les combattre, il faut des gentils. Évidemment. Et dans les gentils, on va trouver Deadpool. Et oui. On va trouver donc Serval, on va trouver Rogue, on va trouver Cyclope, on va trouver tout ce qui fait les Avengers, tout ce qui fait les X-Men. Et à côté de ça, il va y avoir d'autres cartes qui font la mécanique du jeu, qui est une mécanique qui est extrêmement bien huilée, parce que tout fonctionne super bien. C'est bien équilibré, j'ai trouvé. C'est extrêmement bien équilibré. Quand on sait jouer, le jeu est fair, c'est-à-dire qu'il est vraiment juste. Il pardonne pas la moindre faute. Donc du coup, tout le jeu est extrêmement bien construit là-dessus. Donc qu'est-ce qui se passe ? Je vais commencer mon tour, j'ai mes 6 cartes en main, je vais jouer mes cartes qui vont représenter soit de l'achat, c'est-à-dire des étoiles qui vont me permettre d'acheter d'autres cartes, ou des griffes qui vont me permettre de combattre d'autres méchants. Si j'ai un nombre de griffes supérieur à la vie du méchant ou au moins égal, je lui pète la gueule et je récupère sa carte qui va me faire des points. Donc c'est là où on tombe sur le semi-coopératif, parce que ce coopératif, si on perd tous ensemble. Mais si on gagne, la seule personne qui gagne, c'est celui qui a marqué plus de points à la fin. Dans le cas où de notre test, c'est Luxbox qui a gagné à 4 points devant Eric, je crois. Ouais. Donc le but principal, c'est pas de péter la gueule au vilain, mais c'est de péter la gueule au super méchant. Donc imaginons Magneto qui est en face et qui lui a un super plan. Et donc du coup, tout le jeu va se construire comme un arc de comics. C'est-à-dire que le super méchant a un super plan pour détruire le monde, voler la banque, remplacer les gens des différents gouvernements par des fausses personnes qui sont là pour lui obéir et ainsi de suite. Donc tout ça en fait c'est ce qui va créer le jeu, ça va le modifier, ça va rajouter de la difficulté, ça va rajouter des méchants, ça va capturer des gentils, ça va faire plein de choses différentes. Et donc du coup le jeu va se retrouver dans une espèce de difficulté croissante suivant les scénarios qu'on met en place qui sont tirés au hasard en général, et avec un certain nombre de gentils qui vont venir combattre tout ça et qui sont normalement tirés aussi au hasard. Par exemple, si on fait un deck avec que du Hulk et que du Wolverine, on a un deck ultra balèze qui va péter la gueule tout le monde. Mais si on fait un deck avec Spider-Man et Captain America, on va pas arriver à grand chose parce que ce sont pas des decks qui sont faits pour faire du pétage de gueule. Par contre, les cartes qui sont spécifiques aux héros, si on prend je prends l'exemple de Spider-Man parce que j'ai joué avec quand on a fait notre partie test, c'est un héros en fait qui va être ultra rapide dans le jeu, parce qu'à chaque fois que je vais tirer une carte où il y a Spider-Man, il va me dire tirer la carte suivante. Si c'est une carte avec un certain truc dessus, un certain symbole machin, tout, tirer la suivante et jouer là et ainsi de suite. Donc en fait si on a beaucoup de cartes Spider-Man, on va tirer énormément de cartes Spider-Man, on va les jouer toutes à la suite. Donc ce qui va représenter dans l'imaginaire le héros qui est ultra rapide, qui va mettre un coup de poing, qui va partir, qui va revenir, qui va remettre un coup de poing et bam, ça bam, ressemble bam, au bam, héros. Donc ça ressemble au héros. Wolverine c'est pareil, sa carte maîtresse en fait ça va permettre en fait de donner énormément de dégâts rapidement. Donc ça, on peut imaginer Wolverine qui fait un espèce de lightning fury sur la gueule du mec, bam, 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 tout s'enchaîne en fait. Donc tous les héros en fait sont basés vraiment sur leur caractère. Hulk par exemple c'est le genre de personnage, quand il frappe il fait extrêmement mal, mais tous les joueurs autour, donc nos alliés vont prendre des dégâts aussi. Donc, justement tout est là-dessus. Tu disais que c'était du semi-coop, du coup j'ai compris à quel point, mais du coup est-ce que quand on est dans le mode on pète la gueule à un ennemi, est-ce que on est
on est juste dans le même bateau ou est-ce qu'on peut être complémentaire entre les joueurs? On peut être complémentaire, c'est pas l'idée du jeu. L'idée du jeu, D'accord. c'est on veut être le meilleur héros. En fait, de la faut table, survivre en fait. ensemble pour Voilà, faut gagner. survivre En fait. ensemble pour gagner. Ok. Le truc, c'est que si tu veux faire chier ton voisin en disant ah toi tu veux cette carte, bah en fait je vais l'acheter parce que j'en ai besoin aussi. Ah ok. Donc tu as ce côté-là dans Villains, dans la V2 du jeu, où on joue des méchants, la partie semi-coop, donc le côté je fais chier l'adversaire est encore plus prononcé et vraiment plus fun. Donc D'accord. le jeu est décliné sur Legendary Marvel pour les gentils, Villains pour les méchants, il y a la version Alien de qui s'appelle Legendary Encounters qui est sorti aussi. Tout ça est mixable, c'est-à-dire qu'on peut mélanger les cartes ensemble pour faire plein de choses. Il y a Guardians of the Galaxy aussi. Voilà. Non mais en fait ça c'est une extension Ah, c'est une du extension. premier jeu D'accord. qui rajoute les Guardians, qui rajoute D'accord. Thanos qui est ultra balèze à côté la gueule, il est vraiment trop dur, qui rajoute les Infinity Gems, il y a Dark City qui est sorti avec tous les Marvel Knights type Ghost Rider, Domino, les X-Force, ainsi de suite, il y a les Fantastic Four, Spider-Man a aussi une extension et ainsi de suite, voilà. Alors donc on a joué il y a 2 jours ensemble avec Adrien qui est en train de tousser sous sa couette, le pauvre il est malade en lui, c'est un prompt rétablissement. Moi ce que j'ai bien apprécié, que j'ai vite compris en fait quand tu expliquais les règles lors de cette soirée, c'est en fait le côté on est en train de vivre un scénario de comics. On est en train de vivre un arc exceptionnel en fait, que soit qu'on a déjà vu, soit qu'on pourrait inventer en mélangeant des castes de personnages qui n'auraient rien à voir ensemble, avec un méchant qui n'a rien à voir avec cet univers-là. Mais juste le fait de jouer ensemble en disant bon, le méchant il veut faire ça, vous avez ces personnages-là qui sont ensemble par le hasard, et vous devez les défoncer. Et effectivement, donc chaque personnage a des personnalités, enfin des traits qui sont propres à leur personnalité, donc des pouvoirs. Thor, où j'ai pas trop joué, mais Storm aussi, c'est la concentration, c'est plus sa sagesse, elle est pas super forte, mais bon, le fait d'avoir des cartes que du même type permet de mieux avancer dans le jeu et de mieux défoncer les personnages. Storm, pour prendre un exemple, elle va déplacer les personnages sur le plateau par exemple et les rendre sur un endroit aéré où elle peut voler correctement pour leur péter la gueule plus facilement. L'écart justement avec ça, les personnages différents, ça fait un jeu assez équilibré, sauf que les méchants, après notre première partie qui était un fiasco absolu, sont très forts. Oui. C'est vraiment très dur de battre le jeu. Mais ça rend la tâche plus comment dire, t'as vraiment envie de recommencer justement pour dire ok, maintenant j'ai compris le jeu, je vais plus jouer stratégiquement, donc justement en essayant de pêcher les bonnes cartes, d'établir un plan avec les autres pour essayer donc de survivre comme tu disais tout à l'heure, mais aussi pour moi, pour ma gueule, donc sauver des innocents, péter des méchants au bon moment et en même temps éviter que la partie se finisse trop tôt, ce qui nous est arrivé la première fois, c'était un peu ridicule. Mais non, un bon moyen et quand même malgré tout c'est un jeu qui prend un peu de temps, il faut au moins 1 à 2-3 parties pour véritablement s'approprier tous les tenants et les aboutissants du jeu, mais ça reste quelque chose on a bien rigolé, je pense que j'aimerais bien encore refaire une partie avec toi, avec vous d'ailleurs. Mais ouais, mais carrément. Déclaration. Mais c'est vrai, c'est tous les jeux dans lesquels il faut lire des cartes. De toute façon, la première partie est toujours un peu compliquée. L'avantage, c'est que on peut choisir entre guillemets ses héros. Et entre la première et la deuxième partie, on n'avait pas du tout les mêmes, mais on avait déjà compris les mécanismes. Donc même s'il fallait lire les cartes, etc., on avait déjà gagné en vitesse. Donc ça veut dire que c'est un jeu qui est quand même assez intuitif. Et perso, c'était la première fois que je faisais un jeu de deck building, c'est comme ça que ça s'appelle. Et effectivement, c'est venu assez rapidement. Donc ce qui fait que ça veut dire que c'est assez accessible. Le seul petit écueil, c'est que effectivement, il est que en anglais. Donc si vous n'êtes pas bilingue ou fluent ou avec Google Trad à coder, ça peut être parfois un peu plus compliqué, c'est bien dommage. mais c'est pas mal, je pense que du coup c'est assez accessible et puis si vous êtes un peu fan de l'univers Marvel, c'est du fan service à mort. Ah oui, ça oui, c'est oui. trop bien. Il n'y a aucune prévision d'adaptation. En français, pas que je sache, non. Peut-on parler du prix, s'il vous plaît? Alors voilà, c'est le disponibilité. truc qui fait deuxième truc qui fait mal en plus que le jeu ne soit pas traduit en français, c'est le prix. Alors il coûte 70 €. C'est cher. Alors voilà. Sauf quand t'as des potes pour te l'offrir pour ton anniversaire. Quand il y a des super potes de la vie, des pros qui l'avaient. Alors voilà, c'est un jeu qui est gros, il est beau, visuellement il pète vraiment bien. Le plateau est en carton, le plateau de jeu est en carton. Sur la version vilaine, c'est un tapis jeu type poker qui pète sa race. Ensuite, une fois qu'on a acheté ça, on n'a plus besoin d'acheter rien en fait. On a toutes les cartes en main, je crois qu'il y a 600 cartes dans le jeu. 600 cartes, on n'utilise pas la moitié quand on fait une partie, c'est pour dire la rejouabilité du Par jeu. contre on passe du temps à les ranger. Par contre, le classement est infernal, c'est une soirée à classer tout ça et tout, mais bon, une fois que c'est fait, on a des belles cartes. Le seul truc, le bémol que j'aime pas sur Legendary, mais qui se reproduit pas sur les extensions et qui se reproduit pas sur les autres jeux, c'est que les dessins des cartes sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que si on a un Thor, on a
Je me suis fait une blague tout seul, désolé. Si t'as un tort, t'as pas raison. Voilà. Non, ouais, c'est nul. Ça, désolé. Donc si on a un Wolverine par exemple, on va avoir une seule image de Wolverine et sur toutes les cartes qui sont pas les mêmes, on aura toujours cette même image. Ça se reproduit pas sur les autres jeux. Je pense que lorsque le jeu est sorti, ils n'avaient pas assez de thunes pour acheter beaucoup de droits au niveau des images. Donc ils ont acheté que quelques illustrations pour ça en fait. Joe, une question. Autre question, ce sont des illustrations pour le jeu ou c'est Ce sont des illustrations de comics, monsieur. D'accord. Donc elles sont tirées directement des différents comics. Domino, dans la version, dans l'extension, pète trop parce qu'elle est trop, je la kiffe. Et voilà, et surtout elle a un pouvoir qui est vraiment lié à elle. Moi j'avais fait une partie en faisant un dual deck Domino Wolverine et c'était ultra balèze. Voilà. Ok. Voilà, quelqu'un a une chose à ajouter avant de conclure l'émission? Bah non. Non, personne? Si, quand est-ce qu'on en fait une? Ah Je me gâche faut chaud demander à quand Zef. vous voulez. Je vous pète. Voilà, c'est déjà la fin de l'émission. Alors, quelque chose que j'aurais dû faire au début. Mec, Là, il me regarde. Non mais genre, c'est surtout la gueule qui fait quoi, vous voyez pas. Vous êtes Non, chanceux je d'être sur la voudrais radio. revenir hein. sur des tweets qu'on nous a balancés. Non, c'est que des tweets gentils cette fois-ci. On a Guillaume, je crois que Ben connaît. Guillaume, je connais plusieurs Guillaume Guillaume. NYC, Ah oui ouais, exact. qui disait... C'est un fan de Lego, c'est mon pote des Lego. Et apparemment, c'est un fan de Spider-Gwen. Apparemment, il a aimé. Oh non. Ouais, donc ouais, T'as Spider-Gwen. fait- ouais, t'as Non, fait- j'ai pas vu. Non, t'as pas vu? Je Ok. suis pas sur Twitter. Mais oui, Spider-Man, et c'est pas Je pense encore que sorti, ça mais étonne personne que je dis je veux ça le sur dire. D'accord. On a Comics Boy qui nous recommande de lire Tooth and Claw. Mhm. Voilà. Quelqu'un a lu? Je connais pas, mais Steph en parlait Ça vient tout de à l'heure. Non, mais commencer. on a Je- qu'à le faire. Stéphanie nous en parlait en off tout à l'heure, on va peut-être en parler dans une de nos revues prochainement, ça peut être intéressant. Touffe comme la Euh, dent ou comme la touffe, une touffe? On a Sam qui remercie Joe de lui avoir conseillé The Goon, Ah, ben voilà mon gars. parce qu'il a aimé ta revue en fait. Ben voilà. Le big bourré quoi. Non mais c'était une putain de revue que t'avais fait en fait. Moi j'ai Ah, bah, kiffé. merci. Ouais, en comparaison toi. Et Ouais. donc Oh, enfin, putain. j'ai pas la verve. Non, alors on ne se crache pas dessus dans la team. Alors j'ai pas la verve que Joe et j'ai pas sa belle gueule non plus que j'aurais voulu avoir. N'importe quoi, On s'en on fout, la c'est à la voit radio. pas. oui c'est vrai, personne te voit. Et enfin on a Taléboul, un grand fan de Radio Kawa et Radio JV, qui nous dit, enfin qui nous explique par rapport au dessin animé d'il y a 2 semaines, que la raison pour laquelle il y avait de la violence, c'est parce que c'est du PG-13, donc qui autorise la violence et qui l'interdit au moins de 13 ans, et que en fait comme les films durent 75 minutes, c'est la raison pour laquelle en fait ils ont pas le temps de mettre tous les détails de l'histoire. Voilà, donc ça nous permet de comprendre et de conclure le débat de la semaine dernière, de 2 semaines donc. Voilà, en parlant de semaine et de gens qui ne savent pas compter, Ben me regarde avec un regard genre mais quand est-ce que Mais je ça vais pas te finit? regarder avec mon Et ben cul. ça finit maintenant. Merci à tous de nous avoir téléchargé. Oui c'est ça, on a le droit, vous avez le droit, Ouais, il faut on a le télécharger. Merci à toi Zef. Merci à toi Eric, c'est toujours un plaisir d'être en ton émission. Merci Lucille. Merci beaucoup. Merci Ben. Mais de rien. Merci Joe la Réal. Ok. Merci WeFM. Voilà, donc vous nous retrouverez dans 2 semaines, Merci le Radio lundi Kawa. 23 au printemps. On sera le printemps, my god. Ouais, tout ça poil. Quoi? Non rien. Ah, il veut faire, oui, Radio Kawa, vous pouvez nous retrouver en téléchargement, en streaming, tout ça. Mais ça, vous savez, parce que vous nous écoutez comme ça. Et également sur Radio Kawa, pour retrouver un autre podcast qui s'appelle le Porncast, hein, évidemment présenté par Zef, qui est juste à côté. Non, Est-ce non, qu'on- c'est pas du. Je voulais pas faire de l'auto-promo, je te parlais de Synops Live, tout ça. en fait. Sinon, il y a Synops l'eau Live. centrale aussi le mardi. Allo Central, présenté par Ah oui, je serai dans le prochain. Alex Est-ce qu'on peut Server. dire Non, que il m'a ce- coupé avec Est-ce qu'on les- peut dire que cette émission était belle comme une Force Speed ou pas? Non. Non, parce que c'est pas gentil. Non, par Oh. contre, j'aimerais bien que on prenne nos crayons et qu'on compte le nombre de tweets qui vont bâcher cette émission. À mon avis, il va y en avoir beaucoup. Ouais, j'ai un pensé aussi. crayon sur Twitter. L'émission est pas partie, il y a un déjà. hein. Oui, c'est vrai que c'est pas encore fini. Voilà. Bah, merci à tous et à très bientôt. Lisez plein de comics. Ciao, ciao. Salut. Ciao.